Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, enchanté! Hop! Je viens tout juste de tweeter. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Bonjour tout le monde! Vous êtes là? Le son. Le son est parfait. Le son est fantastique. Non, Théo, ne vous en faites pas. Le micro, le setup est assez incroyable. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, c'est live cuisine. Merci déjà de vous être levés, peut-être certains parmi vous. Alors je ne sais pas fermer ça, on verra après. Pour l'instant on va se faire un style très sympathique, pas assez fort le son, ne vous en faites pas, on va corriger au fur et à mesure, vous connaissez. Regardez un petit peu le live, on est chez moi, on est dans ma cuisine. Vous vous doutez bien que ça a été une galère monstre pour organiser tout ça, pour setup tout ça. Donc si jamais le son n'est pas parfait à 100%, vous vivrez avec. Ça, je ne m'en fais pas du tout pour ça. Parce que le micro, en fait, est juste ici. Parce que vous allez voir. Parce qu'il y a Théo en régie, c'est assez incroyable. Je ne serai pas tout seul, mais avant, je vous explique un peu. C'est qu'à tout moment, je peux être ici en découpe. Est-ce qu'on est en découpe, là? Je crois qu'on était en découpe. Donc voilà, va y avoir différentes ambiances et tout. Et t'as pas de micro-cravate? Non, parce que j'ai un invité. Et donc, du coup, il nous faut ensuite toute une régie son. À l'heure actuelle, vous vous doutez bien que vous ne vous abonnez pas à la chaîne avec votre Twitch Prime, donc ne demandez pas de micro-cravate. Plus sérieusement, je cuisine devant ton live cuisine, c'est magnifique. Mais c'est le but. Pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Parce que j'avais envie... je vais vous parler comme ça si vous voulez, ça peut être plus agréable. Mais j'avais envie en fait tout simplement d'apprendre à cuisiner parce que je suis plutôt une brêle. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pouvait être très sympa justement d'avoir un invité, Monsieur Alexandre. Bonjour, on se serre la main comme si on ne s'était pas vu. Donc Alexandre Marchand, donc, qui est cuisinier. Comment est-ce que tu te présenterais? Comme tu viens de le faire, Alexandre Marchand, chef cuisinier. Voilà, tout simplement. Et bah écoute, à Paris. Merci d'être là. Merci. On va parler de toi. Les gens auront plein de questions. Alex le boss, oh, c'est lui. C'est Alex le boss qui est avec nous aujourd'hui. C'est incroyable. Donc Alex, tu m'as préparé une petite recette. Donc on va faire aujourd'hui. Je te laisse l'annoncer aux gens. Qu'allons-nous faire? Alors aujourd'hui, on va travailler un risotto. Ok. On va travailler un risotto un peu spécial. On va travailler un risotto de nerd avec des coquillettes. Eh ben écoute, moi ça me va très bien. Donc de la bonne coquillette. Hop, olé, vous aimez. Donc de la bonne coquillette qu'il va y avoir. On va la faire à quoi? En gros, l'idée c'était de faire une recette de pâtes. Ouais. Parce que tout le monde se fait des pâtes. Maintenant, on va faire une recette de pâtes de chef. Donc voilà, on va la travailler avec deux choses. On va travailler avec du champignon de Paris, qui est vraiment là pour le coup à la portée de toutes les bourses. Et là, on s'approche des fêtes de fin d'année. Moi j'aime beaucoup la truffe, simplement parler de la truffe, c'est pas donné à tout le monde, et deux, il faut vraiment être dans la bonne période, dans la saison de la truffe, qui est surtout au mois de janvier, février. Et si on n'a pas les moyens de se payer une truffe fraîche, on peut travailler la truffe autrement, et notamment comme on va le faire aujourd'hui avec de l'huile de truffe et de la brisure de truffe. Voilà, donc c'est comment se faire une belle recette de pâtes avec une belle recette de chef. Mais que tout le monde va pouvoir refaire une fois qu'on aura appris vraiment toutes les techniques liées au risotto. Okay. Et avec de la truffe pour vraiment pouvoir impressionner ses potes. Moi pour l'instant, faire cuire des pâtes c'est déjà une mission. Donc comme ça on va être très clair. Donc ça va être super sympa. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je pense que ça fait plaisir. J'ai une vraie question sur le tablier parce que les gens voient que je galère un peu. Derrière. Comment, ouais, tu mets ça derrière. Puis tu repasses devant. Tu repasses devant. Et ensuite tu fais un nœud. Et je fais un nœud ici. Ouais, voilà. Ok, quelque chose d'assez simple au final. Et comme ça, après toi tu peux accrocher ton torchon par exemple sur le côté. Comme ça. Voilà. Oh là là. Exactement. Oh, je me sens cuistot. Ah parce que donc toi t'as ramené ton torchon. Moi je suis venu avec mon torchon, mais qu'est-ce qu'il y a dans le torchon? Il y a des couteaux. Il y a du gros couteau. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est du couteau qui ne rigole pas du tout. Je vais le mettre là. Voilà. Le Alexandre il ne sait pas dans quoi il s'embarque, PA qui arrive pas à faire un nœud, va falloir faire un risotto. Bon, alors c'est vrai que non, moi je vais jouer carte sur table parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, vous savez ces derniers temps on fait pas mal de trucs en live, donc on se retrouve à faire justement des projets donc de sport. J'avais envie de faire de la cuisine parce que moi je suis un cassos total, c'est-à-dire que j'ai été un peu élevé par maman poule. Donc je suis resté assez tard à la maison, vous me voyez stream dans ma chambre à l'époque. Je faisais mon stream le soir, j'avais le petit plat en sortant. C'était vraiment la vie paradisiaque. Ça a été difficile de me mettre à la cuisine parce que je trouvais que justement, quand tu fais en gros, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes de préparation pour un truc, moi je suis un américain sur les trucs cuissons, c'est pour ça que je me suis jamais chauffé à en faire. Et je graille ça en 1 minute 30. Donc j'ai toujours eu ce rapport en fait qui me saoulait un peu. Mais là j'ai 24 ans, je me suis dit c'est bien d'apprendre à cuisiner, ça commence à être un plaisir. Dernière fois, vous l'avez peut-être vu sur Insta, peut-être que vous l'avez vu sur Insta, il y a eu des petites crevettes lait de coco avec bien sûr un petit peu de riz pilaf, on va mettre quelques ingrédients, on va saupoudrer, on va rajouter quelques arômes. Donc maintenant on va tester quoi.
Et je suis super content en tout cas de faire ça, j'espère que ça vous plaît aussi, vous êtes déjà plus de 1700, alors qu'il est tout juste 13h06, donc ça fait super plaisir. Ça va durer à peu près, on sait pas, 1 heure et demie. Ouais, exactement. Donc voilà, bah écoute, comment est-ce qu'on fait donc du coup, quand on commence par un risotto, donc coquillettes, etc., c'est quoi les premières étapes? Alors la première étape qui est la plus importante, et vraiment c'est là où un risotto sera réussi, que ce soit avec du riz ou avec des coquillettes ou avec autre chose, c'est le bouillon. Okay. En fait, c'est vraiment toute la recette repose sur la qualité du bouillon. Enfin déjà sur le bouillon en soi. Là aujourd'hui on va faire un vrai bouillon nous-mêmes. Si vous n'avez pas le temps, je trouve ça un petit peu dommage, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez acheter, tu peux acheter des bouillons en cubes. Des cubes là? Voilà, exactement. Ah, okay. Que tu mets dans l'eau et tu as très vite. Voilà. Un bouillon en gros c'est de l'eau qui a pris le goût d'autres aliments. Ok, après on met l'eau dans le riz. Et ensuite on cuit le riz ou les coquillettes, exactement, avec ce bouillon. Et en fait le riz ou les pâtes vont prendre le goût du bouillon. Ok, ça marine quoi. Exactement. Ok, j'ai pas mal de questions un peu con. C'est très bien, c'est très bien. Et après, plus le bouillon va être concentré en goût, donc plus il va être réduit, ça on le verra tout à l'heure, la réduction, plus il sera riche en goût. Et plus il sera riche en goût, plus le risotto, lui, aura du goût. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment très important cette partie-là. Donc là, nous, on va démarrer avec un bouillon de champignons. Okay. Parce que là, voilà, on est en pleine Parce que j'ai acheté des champignons, attends, parce que je suis allé faire les courses ce matin. Alors je vous montre pas le frigo parce qu'il n'y a rien dedans. À part des champignons, quand même, des beaux champignons. Je suis allé chez un primeur, j'ai un peu pris ce plaisir de discuter avec lui. Ils sont beaux vos champignons. Alors ceux-là venaient de France. Donc je découvre la passion du terroir, là. Je te raconte même pas quoi. Voilà, de la terre, tout ce qu'on aime. Et ben c'est super. Bon, on a 500 grammes de champignons ici du coup. Exactement. Donc en fait, voilà, des champignons de Paris, il n'y a pas de saison puisque ça pousse en cave. Okay. Donc là pour le coup, on peut en trouver toute l'année. Mais l'automne étant la grande saison des champignons. Et d'ailleurs, enfin, là, on arrive à avoir les premiers cèpes français. C'est trop bon ça. Ça c'est super bon, mais là en fait il a fait chaud, comme vous avez tous pu le remarquer, il a fait chaud très tard, le mois d'octobre c'était encore l'été, et en fait il faut de l'humidité pour avoir des champignons. Parce que je faisais ça quand j'étais petit, la cueillette, à la rosée et tout quoi. Exactement, et en fait tant que parce que le cèpe est un champignon sauvage, et donc tant qu'il n'a pas fait humide dans les forêts, il pousse mais ils sont pas beaux. Okay. Donc là on a les premiers cèpes et là on rentre vraiment en plein dans la saison des champignons. Donc c'est pour ça que je voulais travailler pour ce risotto de coquillettes avec des champignons de Paris. Moi j'ai envie de travailler ce risotto de coquillettes aussi là. Donc la première étape, ça va être déjà, alors tu as des champignons de Paris, ils ont à leur base de la terre. Ouais. Donc simplement, je vais te laisser faire, je te montre une fois. Ok. Moi je suis pas venu pour cuisiner, je suis venu il n'y a aucun souci, t'inquiète. Pour te voir faire. Là ça va être très simple. Je vais couper le doigt à but. Est-ce que tu aurais un saladier, un truc? Ouais, un saladier pour qu'on puisse mettre. Je vais laver ce saladier. Une poubelle. Voilà. Donc voilà, donc déjà ça va être vraiment à l'arrache. De déqueuter tout simplement les bouts quoi. Les champignons. Et après là les champignons, on va prendre surtout les plus moches et les plus petits pour faire le bouillon. Ok. Et les plus beaux on les gardera ensuite pour le dressage, on les travaillera à cru. D'accord. Donc parce que là j'ai je crois il y a un tout petit peu plus, j'ai pris genre 600 grammes de champignons. Ouais. Donc qu'est-ce qui va à peu près dans le bouillon et qu'est-ce qui ira dans le bouillon on va vraiment mettre les 9 dixièmes des champignons. Okay. Et on en gardera simplement quelques-uns à la fin pour qu'on coupera en très fines lamelles pour voilà, finir le dressage et on travaillera à cru. Ok, d'accord. Par contre tous les champignons, le reste des champignons vont servir à faire le bouillon. Donc comme je disais, un bouillon en fait c'est de l'eau qui prend le goût d'un ingrédient ou de plusieurs ingrédients. Donc là nous on va faire un bouillon de champignons de Paris. Donc là pour l'instant nos deux ingrédients pour faire ce bouillon c'est de l'eau et des champignons. Maintenant peut-être que toi tu veux y rajouter autre chose. Peut-être que tu veux y rajouter quelques oignons, un petit peu d'ail. J'ai un peu d'oignon. Une épice. Parce que sinon, pas vous mentir, les trois éléments que j'ai dans mon frigo sont ceux-ci. Donc du sirop de Morito, que je déconseille hein, d'ailleurs, si jamais... Merde. La cuisine. Si jamais vous passez en supermarché et vous vous dites, tiens, peut-être que j'ai envie de boire un peu de sirop de Morito menthe citron vert, ne le faites pas. Hein. C'est vraiment une erreur, ça fait 5 mois qu'on a ça ici. Donc on va voir, ouais j'ai quelques trucs ici. Moi je pense que dans ce bouillon ça va être intéressant de travailler, d'y mettre un peu d'oignon, un peu d'ail. Ok. Est-ce qu'il y a une épice? Alors là j'ai des petites épices. Alors ça parce qu'en fait ils nous ont foutu une cuisine, parce que la cuisine est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait ça c'est le truc à épices. Ah mais c'est ça les bouillons que je faisais, ben voilà, c'est les Maggi en fait. Okay. Est-ce que tu as des grains de poivre, est-ce que tu as des clous de girofle, est-ce que tu as des... Ça c'est chaud, on va pouvoir mettre du poivre. Ouais.
Hop, dans ce bouillon. Et en fait, là déjà, je pense que ça va être pas mal. Si on y met aussi un peu. Est-ce que t'es déçu de mes épices? Non. Je te sens un peu dubitatif quand même. Ça va, je te sens peut-être un peu déçu, un peu. Non, regarde, on va faire ça. On va faire ça. On va bien le poivrer pour avoir un bouillon très corsé. Ok. Mais là, vraiment, la première étape. Ça me va, j'aime le. Donc, hop, là, on a notre poubelle de ce qu'on appelle Comment on dit? Une poubelle de table équeutée. J'ai cut. Voilà. Et hop. Hop, bah j'ai cut. Hein. Donc, ça, c'est comme ça à peu près. Exactement. Donc, je te mets ça où là ou là? Alors, ça, on s'en servira après. Donc, je mets ça là. Exactement. Et les queues, tu peux les laisser sur le côté. Ok, pas de soucis, je te fais ça. Je te trouve un petit bol pour faire une poubelle de table. Hop. Parfait. Voilà. Oh, c'est. Alors ça c'est vraiment l'astuce que je donne à tout le monde. Ouais. C'est quand on travaille sur un plan de travail en cuisine, ce qui est important c'est d'avoir sa planche. Ouais. Et d'avoir ensuite 2 récipients à côté. Un récipient qui va nous servir pour disposer tous les éléments qu'on va conserver. Et à côté une petite poubelle de... Dis donc, c'est très propre le plan de travail. Et, et à côté, hop, et voilà. Et non, c'est bon, c'est vrai, tout va bien. C'est bienvenu chez les porcs ici. C'est-à-dire, il y a des tâches qui sont les anciens propriétaires, bien évidemment. Et à côté, une poubelle. Et ce qui fait qu'on a toujours un plan de travail qui est organisé. Okay. Et on n'en fout pas partout. Et dès qu'on a terminé, on met ça à la poubelle. Ensuite, on va le retravailler et ça reste propre. Et vraiment, ça c'est l'astuce que je donne à tout le monde pour éviter d'être débordé quand on commence à cuisiner, d'en foutre partout et que ce soit Tchernobyl en cuisine. C'est vraiment de travailler comme ça. Et en fait, quand on travaille comme ça, au final, on travaille 2 fois plus vite et 2 fois plus proprement. Ah ouais, et pareil, faire la plonge au fur et à mesure plutôt que d'accumuler toutes les casseroles et les poêles dans l'évier. Bon bah top. Le but est aussi justement sur le chat, c'est 2500, ça fait plaisir, j'adore ce chef. Mais écoute, ça c'est parfait, c'est le but aussi voilà, de vous présenter Alexandre, que moi aussi je connaissais pas plus que ça pour être honnête, puisqu'on s'est réunis grâce à un ami en commun. Parce que souvent il y a Pierre qui appelle, à chaque fois je décroche en live, etc., qui est mon agent Pierre. Et qui nous regarde d'ailleurs. Et qui nous regarde, Pierre, un petit coucou à toi. Et bien donc c'est un de tes très bons amis. Tout à fait. Ça a été comme ça qu'on a été mis en contact. Mais comme je disais, je suis très content de découvrir avec un professionnel, parce que j'hésitais à faire un truc au début totalement à l'arrache, tu vois. Où genre j'apprends en cuisine, je fous le feu quoi. je fous le feu un peu en cuisine. Et du coup t'en fous partout et t'as pas de voilà, et je me suis dit, ça va peut-être pas être ouf, je préfère la première fois t'avoir justement pour me conseiller. Très bien. Et ensuite peut-être voler de mes propres ailes, voilà. C'est tout de suite, t'es sûr? Après un numéro. Pour l'instant je suis sur le queutage. Ça se passe pas mal d'ailleurs, non? Très bien, mais d'ailleurs on les fera tous, de toute façon, je t'en prends 4-5 d'avance, y'a aucun souci. Exactement. On va tous les faire, et voilà. Et ça, par contre ça pousse pas sur les tapis on jette de cuisine. Ou on lave? Non, on lave. On lave? Ouais, comment ça se passe dans une cuisine quand ça tombe? On jette. Non, vraiment. Tu dis ça politiquement pour la caméra non, vraiment. Dans une parce qu'on va faire une enquête dans tes cuisines, hein. Fais gaffe Alex. En tout cas moi dans mes cuisines, dès que quelque chose est tombé par terre, c'est jeté immédiatement. Okay. Là simplement c'est tombé sur un tapis molletonné donc ça doux, hein. Là, c'est vrai que c'est très agréable, c'est très agréable sur la plante de pied. Ouais. J'ai bien fait de retirer mes chaussures. On accueille bien les invités quoi. Alors hop. Là par contre il va falloir vraiment qu'on essaie de démarrer assez rapidement le bouillon parce que ça met du temps à cuire. Exactement, en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que plus le bouillon est réduit et concentré et plus il y aura de goût. D'accord. Donc si jamais plus c'est intense quoi. Exactement, donc si jamais là les champignons on les met simplement 10 minutes à cuire dans l'eau ne sera pas vraiment concentrée, là on va vraiment essayer d'avoir au moins une réduction de moitié. Okay. Ce qui fait que pendant que ça se passe, il va falloir qu'on meuble à fond parce qu'on n'aura rien à tenir. Mais on va parler de toi. Si. C'est très intéressant. De toute façon, il y aura des choses à faire. Il y a pas mal de questions, il y a des gens qui ont des questions justement sur les couteaux. Combien ils coûtent? Parce que c'est des couteaux, j'imagine que tu amènes un peu partout, que tu gardes. Voilà, ça c'est mes couteaux qui sont à moi, que je prête à personne. Et j'en prends. Pardon, je vais prendre le mien. Non, mais si, là, on a le droit. Je te le prête. Non, mais quand je dis je le prête à personne, c'est dans mes cuisines au resto. Hein, personne de mes équipes n'y touche parce qu'il y a une valeur très sentimentale auprès des couteaux. Et ça, en fait, c'est des couteaux donc japonais. Je sais pas si on peut citer les marques. Non, surtout, t'inquiète, c'est internet. Ok, donc. T'es en roue libre aussi. Je suis pas encore à la téloche. bientôt, tranquille. D'une marque qui s'appelle Kai. Ok. Voilà, qui est une super marque de couteaux japonaise. Et ceux-là sont particuliers parce qu'en fait, je sais pas si on voit à la caméra, mais il y a des stries
Ouais, sur le, comme du bois. Voilà, exactement. Et en fait, cette technique de couteau, qui est l'une des meilleures techniques de couteau et qui permet de ne pas perdre le fil, là je pense qu'on verra mieux. En fait, ce sont des plaques de métal qui sont posées les unes sur les autres et ensuite qui sont compressées à mort et ensuite qui sont affûtées pour faire cette lame. Donc en fait, là, ce qu'on voit... plein de couches quoi en fait. Voilà, exactement, les stries qu'on voit, ce sont des couches. Et ça, en fait, ça permet de jamais perdre le fil du couteau. En fait, sur un couteau, il y a un fil qui est la partie microscopique qui est tranchante. Et les couteaux qui n'ont pas toutes ces stries, parfois le fil est perdu et on n'arrive plus à réaiguiser. C'est vrai que tu peux plus couper bien quoi. Exactement. Donc voilà. Et ça coûte une petite fortune. Oh là là, hyper intéressant en tout cas. Très costaud. Là, ce qu'on va faire avec les champignons maintenant, c'est qu'on va les couper. Bon, là, ça va être très facile. On mange la tige du coup? Ouais, la tige est comestible. Après, là, pour le bouillon, on met tout. Ensuite, quand on va les travailler à cru, nous on va tu décapsules. On va ôter et ensuite on va éplucher parce que les champignons de Paris s'épluchent. Voilà. En fait, il suffit simplement quand on le retourne de prendre la petite peau qui est là. Parce que c'est moins bon au niveau goût, c'est dans l'écorce quoi. Exactement. Et quand on veut les travailler à cru, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Vas-y, essaye. Et ça on le fera tout à l'heure. Hop, on équeute, on épluche cette peau qui est par dessus et là on a vraiment un super champignon. Et quand on travaille à cru comme ça, c'est là où vraiment le goût se trouve. Et puis je trouve qu'esthétiquement c'est quand même c'est plus joli quoi. C'est très joli. Tu sens qu'il vient pas direct du bois de Fontainebleau quoi. Ouais. Là hop, regarde, en fait c'est quoi les techniques par dessus. Ok d'accord, faut carrément arracher le truc quoi. En fait tu vois là, ici là il y a la peau que tu vois sur le côté là qui rentre à l'intérieur. Donc en fait tu viens prendre à l'intérieur. Ok ça marche. Hop. Donc ça on fera, on finira ça tout à l'heure. On va mettre ça de côté. Et là, on va démarrer de façon assez urgente ce bouillon. Ça démarre le bouillon, première étape. Donc pour ça, il faut que tu fasses... C'est mon premier épluchage de champignons. C'est pas mal du tout cette histoire. Hop. Parfait. Donc là, quasiment la totalité, on va simplement en garder quelques-uns. On va s'en mettre quelques-uns de côté pour le dressage. Et tout ça, hop, tu les coupes rapidement en 4 et tu les mets dans cette sauteuse, cette casserole. C'est quoi les techniques de... Parce que moi ça m'impressionne quand c'est juste l'expérience, même les légumes et tout, quand vous coupez genre clac 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 là. Ouais, bon ça c'est à force de le faire, hein. C'est vraiment le... Je me suis dit il y a peut-être une astuce qui me permettra de pas être ce mec là. Ah si, bah après il y a des techniques pour comment placer ses doigts, comment... comment tu places là tes doigts Bah si tu veux faire comme tu faisais tac 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 tac. Ah ouais c'est mieux. Donc en fait, déjà on coupe deux, comme ça on a quelque chose qui est plat. Et ensuite ce qui est important en fait c'est qu'on ait le couteau qui vienne se caler. Je sais pas si on voit bien, le long de tes phalanges quoi. De cette phalange là qui reste plate. Par contre les autres phalanges elles rentrent à l'intérieur, sinon on se coupe les doigts. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, un grand couteau comme ça se tient pas par le manche comme ça. Ça se tient par la lame. D'accord. Donc ça se tient comme ça. Et ensuite, mais, le petit moins. C'est plus difficile. Mais tous les couteaux de toute façon se tiennent par la lame. Quoi qu'il arrive, comme ça on a une meilleure maîtrise du geste. Et après pour découper comme ça, pour émincer, ce qu'on appelle émincer. En fait donc tu as un légume qui est comme ça. Et en fait la technique ça va être tu vois. Ah ouais. Et en fait ton couteau. Ah comme tu es sur ta phalange, tu te coupes pas quoi. Exactement, tu te coupes pas. Et après tu as juste à décaler tes doigts tout doucement. Voilà, et là j'ai émincé un oignon. Un champignon. Un champignon. Alors si jamais vous nous dites sur le chat qu'on a une troisième caméra, je sais pas exactement ce qu'on a, ce qui fait qu'on pourrait... Mais normalement c'est pas mal hein. Oh vous voyez bien en fait hein. Ah ouais, c'est archi bien. Parfait, je suis content. Donc on termine ça rapidos. T'as compris que j'allais être un cassos. Ça me va. Pour le coup vraiment ce qui est... Moi ce que je trouve formidable dans la cuisine c'est la transmission. Je suis pas tellement pour les chefs ou les gens qui disent qui disent Marcette c'est la mienne, je te filerai pas Marcette, ou alors je te donne un petit peu Marcette mais pas la totalité parce que c'est un secret de famille ou je sais pas quoi. C'est à cause de ce genre de mode de pensée qu'il y a des recettes qui se perdent. Et moi je trouve ça vraiment dommage. Ouais, tout le monde y perd. Alors que la transmission, ça permet justement de conserver les recettes, les techniques, les ingrédients, les trucs et astuces, etc. Et donc voilà, donc moi je suis le premier.
On passe un coup de flotte, hop. Moi je suis le premier à donner, à transmettre, à donner toutes mes astuces, mes recettes, etc. pour vraiment... Comment t'as eu envie de te lancer justement mais en dans plus, la cuisine et tout? c'est ce que j'allais te dire, c'est que d'autant plus que moi je suis autodidacte en cuisine, donc moi si j'avais pas eu des livres de cuisine, je sais pas, des tutos, des émissions de télé, des chefs auprès de qui je peux aller demander des petits conseils, des conseils, etc. En fait, j'aurais pas pu exercer ce métier qui est ma passion. Toi, t'as pas du tout fait cuisine en études? Non, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé dans la pub pendant 4 ans. Et puis, il y a... D'un coup, tu t'es dit, j'aime bouffer. Il y a 5 ans, je me suis dit, non, je vais faire ce que j'aime le plus, c'est la cuisine. Parce que je suis passionné de cuisine depuis tout petit. C'est beau, hein. Donc voilà, et si j'avais eu personne autour de moi qui était là pour m'apporter des conseils, des techniques, des recettes, des machins, en fait, j'aurais pas pu exercer mon métier. Voilà. Donc voilà, là on a nos champignons de Paris. Maintenant on va ajouter de l'eau. Donc comme je t'expliquais, un bouillon c'est de l'eau qui prend le goût d'un élément. Comment tu fais les mesures? Moi c'est souvent ça ma galère, c'est-à-dire la mesure entre le nombre d'eau qu'il faut mettre par rapport à la quantité. Alors là honnêtement pour ça, qu'on mette ça ou plus ou moins, ça va pas beaucoup jouer. Là le truc c'est que nous on veut quand même un bouillon qui ait beaucoup de goût. Donc si jamais on n'avait pas mis beaucoup d'eau, la réduction se serait faite très vite. On aurait eu très vite plus d'eau ou très peu d'eau mais qui n'aurait pas eu beaucoup de goût. Donc quand on fait par exemple des jus de viande, pour faire des sauces à base de viande, des fumées de poisson, etc. Et des bouillons, l'idée c'est vraiment de mettre beaucoup d'eau et d'avoir énormément de réduction. C'est pour ça que tu disais justement qu'il faut vite lancer, comme ça on attend un peu plus et au moins justement ça a plus de goût quoi. Ouais, tout à fait. Et donc là... Oh là là, mais c'est naturel, hein. On sent que... Attendez, je vous amène l'autre caméra, parce que peut-être que vous voyez pas tout ce qui se passe, et là d'un coup on a ça. Donc on a dit qu'on y mettait aussi un peu d'oignon. Donc là c'est vraiment pour le goût. Là en fait ça, oignon, ail, etc. c'est ce qu'on appelle quand on fait des bouillons, des sauces, etc. C'est ce qu'on appelle la garniture aromatique. D'accord. Donc c'est ce qui va apporter un peu plus de goût à son bouillon, à son jus de viande, à sa sauce. Hop, donc on va y ajouter un oignon entier. Et tiens, si tu peux prendre... dis-moi, n'hésite pas à me donner des trucs. Ouais, je prends l'ail. L'ail, donc ça c'est un oignon ça. Oh merde. L'ail, voilà, l'ail. Ah ouais. Tout va bien. Oh, on est bien là. Non mais c'est bien, comme ça on démarre vraiment de zéro. Bah ouais, non mais vraiment, hein. Honnêtement, t'as peut-être un des plus gros cassos en cuisine devant toi quoi. Donc l'ail, alors l'ail, je te mets dedans là? Non, ça c'est les épluchures. C'est devenu la poubelle. Hop, juste l'oignon. En fait, vu que là c'est une garniture aromatique, il n'y a pas besoin de le tailler plus que ça. Ok. Hop, donc je l'ai coupé en 4. Et là tu peux même laisser la peau en fait. Ok. Et alors la petite technique de cuisine, je vais te laisser le faire. Vas-y. Quand on veut travailler un ail comme ça dans un bouillon, dans une sauce, ou alors juste pour apporter du goût quand on saute une viande, etc. Ajouter un petit plus quoi. Voilà, en fait là la gousse d'ail on va la poser sur sa planche de travail comme ça. Ensuite on va prendre un grand couteau et avec le plat du couteau on va venir appuyer. Parce que si on mettait la gousse d'ail juste comme ça dans le bouillon, on n'aurait pas tout, le goût a du mal à sortir quoi. Exactement, alors que le fait de l'écraser ça va extraire beaucoup plus de goût dans le bouillon. Voilà, super. C'est tout. Et là, tu peux mettre. Attention de ne pas te couper. J'ai fait une éclater le doigt. Oh, c'est terrible. Ça coupe ouais, c'est. Après, mes mains ont l'habitude. Donc, ça, je mets ça là-bas. Voilà, dans le bouillon. Oh là là. Le germe, exactement. Et je laisse comme ça. Alors là, le germe, parce que quelqu'un parle de germe. Ouais. Le germe, on peut le laisser, puisqu'on ne va pas consommer la gousse. Par contre, effectivement, bien vu, j'ai pas de blaze. Gunfire. À l'intérieur il y a le germe il n'est pas digeste. Si jamais on cuisine l'ail, le germe qui se trouve ici, qui est la partie verte, n'est pas digeste. Donc il faut l'enlever si jamais on va cuisiner et après manger la gousse d'ail. Là en l'occurrence c'est uniquement pour faire du goût, parce qu'après le bouillon on va le passer dans un chinois ou dans une passoire ou machin pour vraiment récupérer uniquement l'eau. D'accord. Là c'est uniquement pour apporter du goût. C'est juste un petit plus de goût. On met qu'une gousse d'ail du coup? On va mettre une gousse d'ail. Parfait. Ça c'est fait. Et après on va assaisonner en poivre. En sel, le sel on assaisonnera plus tard. Ok. Parce que toutes les réductions concentrent le goût. Et le sel en fait c'est un exhausteur de goût. Donc si jamais on met du sel tout de suite,
on sait pas, on connaît pas encore le goût qu'aura notre bouillon à la fin. D'accord. Donc si on met du sel tout de suite, on risque peut-être de sursaler. Ouais, ça va concentrer le sel de haut. Exactement. Non, parce que c'est ça justement qu'on expliquait pour ceux qui sont tous arrivés. Donc on fait un risotto de coquillettes, risotto de coquillettes aux champignons et à la truffe. Et le but est justement de montrer que avec des outils simples, genre des pâtes, etc., tu peux quand même faire justement une bonne qualité et c'est comment, si vous aimez un peu cuisiner, comment tu peux améliorer ton bouillon, ce genre de choses quoi. Et moi je cherche justement à améliorer mon bouillon. C'est quelque chose dans la vie, voilà, j'en avais envie. Chef Bizot soon on Netflix. C'est le début les gars, vous voyez que l'équipe est au cas, comme on peut dire. Ok, donc là le bouillon est en train de cuire. Voilà. Je vais même te mettre deux. On l'a lancé. Là on l'a mis à fond. Pour que la prise de température soit la plus rapide. Donc là en fait tu vas éteindre les plaques. Donc ça risque pas de cuire. Attends 2 secondes parce que non mais en fait c'est des incantations ces plaques. Il y a les 2 plaques là qui cuisent parce qu'en fait tu peux ajouter je crois. Tu peux la mettre en double. Regarde, hop, double cuisson. En boost. C'est du boost. Un petit boost. Je te mets un petit boost, voilà, comme ça toute la partie autour, ça va nous régaler. Donc là l'idée c'est vraiment de démarrer très fort pour qu'on ait une ébullition. Dès qu'il y aura une ébullition, pour pas en foutre partout non plus, on va réduire la puissance du feu. Ok. Et pour vraiment... Pour contrôler quoi ensuite. Exactement. D'accord. Là je pense que le bouillon, si on lui met, parce qu'on a quand même pas toute la journée, mais là au moins si on a une demi-heure de belle ébullition et de réduction, on aura déjà un bouillon de champignons qui sera bien. Après, si vraiment vous avez le temps, ce que vous faites, c'est que vous le faites la veille, ou le matin pour le soir, voilà, c'est bien de le faire avant. D'accord. Plus ça reste, mieux c'est. Exactement. Plus ça réduit, meilleur c'est. Après, il ne faut pas que ça réduise trop, sinon on n'aura pas assez pour la cuisson. Donc c'est vraiment ça le. Ouais, c'est toute la gestion du ce qui va pour maximiser le goût sans non plus se priver quoi. Exactement. Ok. Voilà, donc ça c'est parti. Bon parfait. Donc voilà, ça à peu près 20-30 minutes. Donc ensuite les différents éléments qu'on aura, on a justement. Alors je suis allé acheter. Donc c'est des petits produits parce que tu m'as envoyé la recette. Donc ça c'est de l'huile d'olive extra vierge. Donc c'est aromatisé à la truffe noire. Donc c'est pour donner le goût justement de la truffe. Exactement. Mais sans non plus ruiner. Sans le. Attends, je vais ouvrir. Sans l'huile, et tu verras vraiment que tu as vraiment une odeur de truffe qui est assez incroyable. L'idée aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'était de faire une recette avec de la truffe, qui a un décalage entre la coquillette, qui est vraiment le plat d'étudiant par excellence, et la truffe, qui est vraiment un ingrédient qui coûte une fortune et qui est vraiment très haut de gamme. C'est d'avoir ce décalage-là. Mais après, j'allais pas non plus nous faire acheter une vraie truffe parce que ça coûte vraiment très cher. Et là, c'est vraiment la petite astuce pour qu'on ait le goût. Tu galéras par contre. Là, je suis en train de trouver, c'est bon, j'ai réussi, t'inquiète. Ça n'a pas été facile. Mais et là, l'idée, c'était vraiment de vous proposer aussi une recette qui claque avec de la truffe, mais sans forcément se ruiner. Ouais, le but est d'avoir justement des mets entre guillemets que tu retrouves au resto, mais de pouvoir. Là, je crois que cette huile, ça m'a coûté genre 13 € si je dis pas de bêtises, alors que ça se trouve dans un magasin un peu spécialisé. Et on va en mettre combien en gros à peu près? On va vraiment mettre quelques gouttes, donc ça c'est vraiment quelque chose que tu vas après. Tu le gardes. Tu le gardes, en plus c'est vraiment pas quelque chose qui périme pas. C'est pas facile à ouvrir. Et en fait, c'est déjà un plaisir le moment de l'ouverture. Et pour avoir juste déjà un petit goût de truffe, tu vois, pour 13 €, tu peux avoir un super produit et que surtout, là il n'y aura pas de 13 balles dans 2 assiettes. Dans 2 assiettes quoi. Tu le conserves quoi. Ouais, exactement, ça se conserve et ça c'est vraiment un bon moyen. Donc là, aujourd'hui on va travailler avec 2 petits éléments de truffe. Donc c'est ce que tu es en train d'essayer d'ouvrir, cette huile de truffe. Ah oui. Parce que j'avoue que moi j'adore la truffe. Ah ouais, ça sent vachement bien. C'est vraiment parfumé. Ah ouais, c'est. Voilà. C'est trop bien. Bon, vous sentez pas, mais si vous connaissez un peu l'odeur de la truffe, c'est parfait quoi. Parfait. Alors, on va voir justement pendant ce temps. On va avoir ça qui bout. Normalement, ça va être bon. Bisotto de coquillette. L'huile, ça rancit pas. Rancit? C'est quoi? Fait sentir. Bah ouais, vous pouvez pas. Non mais en gros, ouais, l'idée est quand même que vous puissiez, si jamais ça vous chauffe, leur faire un moment avec, je sais pas, des potes, votre meuf, un peu qui vous voulez quoi. Mais j'avais pas envie non plus voilà, que ça soit un plat irréalisable, et c'est justement le mix quoi. Le mec adore la truffe mais ne différencie pas l'ail de l'oignon, fantastique. Alors on ne juge pas sur ce live, voilà, on apprend tous à découvrir nos différents sens. Comme ça, ensuite on continuera justement une fois que le bouillon est prêt, ou il y a des trucs à préparer. Là on peut peut-être préparer autre chose, donc par contre t'as pas parlé du deuxième, je me permets du coup de nettoyer la tâche
sur ton plan de travail. Je me sens si sale. Oh. Voilà, et donc là, la deuxième chose que je t'ai fait acheter, c'est de la brisure de truffe. Oh, ça sent fort, hein. Ça sent bon. Et en fait, la brisure de truffe, en général, c'est fait avec plein de petits morceaux de truffe qui n'ont pas été utilisés dans l'industrie et qui sont réunis dans des petits pots comme ça. Et pareil, ça permet vraiment d'avoir, là, au-delà du goût, parce que dans l'huile, il y a le goût, mais il n'y a pas le visuel de la truffe. Il n'y a pas ce côté matière et du noir qui correspond à la truffe noire. Et donc parce que truffe noire, est-ce que c'est... parce que moi je suis pas sûr de connaître la différence entre blanche et noire. Ouais. Ou alors c'est peut-être juste le modèle, mais les copeaux, on peut faire des copeaux aussi de truffe noire. Oui, tout à fait. D'accord, c'est juste le format des brisures justement. Exactement. Et pourquoi c'est un peu humide? Enfin pas humide, mais... C'est pour qu'on puisse les conserver, qu'elles ne sèchent pas. D'accord, ok. Parce que si en fait la truffe étant un élément vivant, enfin c'est un champignon la truffe. Donc même sur les brisures, si elles deviennent sèches ou qu'elles ne s'oxygènent pas, etc., bah voilà, ça devient et ça, je l'ai eu pour 14 € je crois. Voilà, et en fait, là, il y a une vraie odeur de truffe fraîche. Ok. Vraiment, quand tu as une truffe et que tu te coupes une petite lamelle, j'ai jamais vu en vrai une truffe. Et que tu la manges comme ça, bah ça a cette odeur-là. Est-ce que la truffe, d'accord, c'est le truc des cochons là. Enfin les cochons les trouvent. C'est bien Exactement. ça. Les cochons, les chiens, ouais. Ok, les chiens aussi. Ça se trouve comme ça et ça pousse au pied de chênes truffiers, ce qu'on appelle comme ça. C'est une variété de chênes où quand on plante ces chênes-là, on a des chances, c'est pas une certitude. Ok. C'est le jackpot quoi, c'est l'auto en fonction. Exactement. On a des chances d'avoir les trucs qui se développent au bout de quelques années autour de ces chênes truffiers. Ok, d'accord. Et ça se trouve donc soit avec des chiens, soit avec des cochons, parce que les deux ont des odorats très développés. Et grâce à ça, ils arrivent à déceler les truffes qui se trouvent sous la terre. Ok, d'accord. Voilà. Donc là vraiment, quand tu sens ça, et j'ai vu que tu avais été surpris sur ouais, cette l'odeur, odeur. hein, parce que l'odeur justement de l'huile à la truffe a plus ce côté truffe que tu retrouves dans la bouche. Enfin, ouais. Je sais pas comment expliquer. Mais... Voilà. Là en fait, tu as le côté très suave de l'huile, de l'huile d'olive, qui apporte vraiment de la rondeur à l'odeur de la truffe. Là, c'est un peu odeur terreau quoi. Là, c'est vrai, mais la truffe, c'est quelque chose de très terreux. Hein. Ça pousse dans la terre, c'est un champignon. Et là, moi, je suis la truffe, ça sent vraiment ça. Hein. Ok, d'accord. C'est l'odeur de. Quand tu as une truffe noire que tu coupes en deux et que tu renifles et que tu te fais une tranche et que tu la poses juste sur un cestro ou un petit morceau de pain grillé, du beurre salé et un gros morceau de truffe par-dessus. Ah ouais, c'est. Juste comme ça, je salive rien que d'en ça t'a chauffé. d'en parler. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment deux petits twists qui peuvent vous permettre de faire un plat à base de truffes sans vous ruiner. Là, tu disais c'est une petite dizaine d'euros et ça aussi c'est une dizaine d'euros. Et c'est des choses qu'on va mettre vraiment. Et ça peut te permettre d'avoir des idées quoi. On va pas utiliser tout le pot ni toute la bouteille d'huile d'olive dans cette recette, donc c'est vraiment des choses qui coûtent pas très cher et qui permettent d'accéder en tout cas à une première approche de la truffe sans se ruiner à acheter une truffe. C'est commencer à faire de la bouffe haute qualité quoi. Voilà. Et toi du coup par rapport, parce que là c'est en train de cuire comme vous pouvez voir. Est-ce que ça monte en température? Oui, doucement mais voilà. Je te laisse, on va poivrer le... Attends parce que je crois que j'ai acheté... C'est bien ça. Comment ça s'appelle ça? On appelle ça un écumoire. Ah ouais, l'écumoire. Et en fait, pourquoi on appelle ça un écumoire? Bah, c'est parfait là. C'est pour écumer. Ah, c'est pour juste l'écumer? Voilà, en fait, un écumoire, c'est que pour la mousse. Ça sert à écumer. Donc, c'est quand on fait justement là un bouillon, etc. Il y a de l'écume qui va se former. Et donc, l'écume n'est jamais très bonne, donc on va venir. D'accord. J'ai trois autres. Mais tu cherches à faire quoi là? Parce que en fait, je t'ai demandé de. Ah, juste du poivre. Je me fais virer de ma propre cuisine. Non, mais je mets du poivre, c'est bon. Là, tu peux y aller. Faut mettre. On va bien le corser. J'ai gentiment de rire. Faut pas... Non, mais en fait, c'était pour touiller. En fait. Oui, c'est ça l'idée de base. D'accord. Du coup, c'est grande cuillère. Oui, vas-y, exactement, une cuillère, c'est très bien. Ou ça, c'est très bien. Mais là, vas-y, on va vraiment bien le corser pour avoir un bouillon. J'avoue, j'ai jamais fait de bouillon de ma vie. Avec beaucoup de goût. Super. Là, c'est bien. Et là, effectivement, on peut touiller. Voilà, on commence à avoir des. Il y a un mélange de couleurs là qui commence à se faire. De la vapeur. Petit à petit quoi. Donc là, on va attendre l'ébullition et dès qu'il y a l'ébullition, on va réduire un tout petit peu pour éviter d'en mettre partout. D'accord. Mais vraiment sur les réductions, faut pas hésiter à avoir un feu vif quand même
pour accélérer parce que là on est en boost. La réduction. Là on est en boost. On est en boost, t'as jamais oublié. Là on est en boost. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On va pouvoir... On peut attendre que ça cuise tranquillou. Ouais, parce que toi tu nous disais justement, donc tu as fait école de commerce, t'es de Paris de base? Ouais, on est à Paris. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé, voilà, donc tu as un peu découvert la cuisine par toi-même, je me dis que tu t'aimais de faire des plats. À quel moment tu t'es dit vraiment, vas-y, je vais monter mon truc, comment ça s'est passé quoi? Bah en fait, quand je commençais à être ado, je me suis dit, je savais que j'avais ce truc-là en moi, et je me suis dit, je vais faire une école hôtelière pour apprendre la cuisine. Et j'ai fait un stage au Lutetia à Paris, en cuisine, avec chef Renard à l'époque, dans une brigade gigantesque, très militaire, etc. Et ça m'avait complètement dégoûté de la cuisine. Ouais, c'est un truc, c'est l'armée quoi. Exactement. Ouais. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée et je me suis dit que j'allais prendre un chemin un peu moins difficile et un peu plus détente, l'école de commerce. J'ai fait la même, hein. J'avais pas spécialement la cuisine, mais c'est vrai que l'école de commerce te permet de partir quoi. Donc voilà, j'ai fait cette école de commerce, puis ça m'a plu et tout, et ensuite j'ai travaillé dans la pub pendant 4 ans, c'était super. Vraiment j'adorais ce que je faisais, mais et à côté je continuais à cuisiner énormément, et j'avais vraiment ce truc en moi quoi, donc, mais que j'exprimais avec mes potes, en famille, etc. quoi. Les gros repas, putain, c'est le bon pote quoi. C'est le pote qui te fait à bouffer le vendredi soir, le gros dîner quoi. On partait en vacances, une bande de 12 potes, je passais mes vacances à moitié dans la piscine, à moitié en cuisine quoi. Oh, c'est trop bien, c'est le meilleur pote, putain. Donc voilà, et puis au bout de 4 ans où j'avais ce boulot là, vraiment je sentais qu'il y a un truc qui me manquait. Non, c'est pas que ça me faisait chier, mais vraiment ça me plaisait. Non, tu voulais tenter l'expérience. Il me manquait un truc. Et en fait, c'était plus fort que moi, donc bref, je me suis barré de mon boulot, etc. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Sous quelle forme? Est-ce que je passe un CAP, oui ou non? Est-ce que je fais des stages dans des restos, oui ou non? Et en fait, je me suis dit, je vais me lancer tout seul. Et j'ai lancé mon service de chef à domicile. Ok. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai lancé ce service-là en 2012, un truc comme ça. Tu venais, tu cuisinais chez les gens, exactement, à domicile quoi. Exactement. Okay. Chef à domicile, c'est vraiment le resto qui arrive chez toi, donc c'était le menu, entrée, plat, dessert. Et donc tu venais avec tous tes ingrédients. Je venais avec les courses et tout, je cuisinais chez les gens et je les servais chez eux. Et en fait, moi, mon CAP à moi, c'est ça quoi. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et puis petit à petit, au bout de 3 ans, j'ai commencé à travailler avec des restaurants. Où ils cherchaient en fait chez moi ma créativité, et donc en fait je créais des recettes pour les restaurants, et donc j'allais ensuite former les cuisiniers des restaurants à reproduire mes recettes, mais moi j'étais pas au quotidien dans la cuisine. Tu les coachais un peu de temps en temps. Mais ça je l'ai appris après. Moi vraiment, ce que je pense ma grosse valeur ajoutée en cuisine, c'est avant tout ma créativité. Ok, c'est se dire justement comment tu peux mélanger différents ingrédients et tout. Les lions elles sont pas puissantes à tes plats. Ouais, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Non mais. Non, on est là jusqu'à minuit, un peu frais. Donc comment ça va enfin par contre. Petit à petit ça va monter quoi. Putain. Mais ouais, donc du coup tu coachais et tout. Voilà. C'est dingue déjà que tu as réussi quand même, petit à petit tu as réussi à te faufiler, à te faire connaître. Voilà, tout à fait. À te faire déjà quand j'étais chef à domicile, il y avait un peu de presse qui s'est intéressée à moi qui est pas mal parce que apparemment je faisais du bon boulot, donc c'était déjà très flatteur. Et puis après j'ai commencé à travailler avec des restos jusqu'au jour où j'ai pris mon premier poste de chef dans une cuisine. Dans une cuisine professionnelle, et là pareil, en fait, vu que je suis autodidacte, moi les premières fois où j'ai mis les pieds dans une cuisine pro, j'y suis allé au culot quoi. Je disais oh t'inquiète c'est bon machin, puis en fait t'arrives devant un piano, donc un piano c'est les feux, c'est le fourneau d'une cuisine. Là t'as pas de piano, enfin c'est pas vraiment un piano, mais voilà, en gros le combo, si tu veux, four, plaque, etc. C'est le compartiment quoi. Ça s'appelle un piano, voilà. Et la première fois que tu arrives devant un piano pro, en fait tu sais pas comment ça s'allume, le gaz, le truc, le machin, la hotte, enfin voilà. Donc, toutes les questions un peu techniques, jamais utilisées quoi. Donc j'y suis toujours allé au culot, puis j'ai appris comme ça par moi-même. Putain c'est cool quoi. Donc, voilà. Et là donc du coup t'as un resto dans Paris, c'est ça? Non, qui est pas mon resto, mais j'ai accompagné un type qui a ouvert, enfin un pote qui ouvrait son... un gars là. J'ai accompagné un pote, qui était un pote de pote, on commençait à beaucoup se voir, etc. Et lui, il avait un projet d'ouvrir un resto sur les quais de Seine, là pour l'été. Et il m'a dit, viens, on fait ça tous les deux, donc on a fait ça tous les deux. Après c'était pas chez moi, c'est vraiment chez lui, moi je l'ai vraiment accompagné de A à Z, de la création du concept
je sais pas, la déco, les assiettes, les idées un peu de comment organiser le truc. Voilà, exactement. Et la cuisine évidemment. Et donc on a ouvert ce resto qui était un resto sur les quais de Seine, dans le 12e, sur le port de la Râpée. C'est de la concrète, voilà. Si jamais. Et donc on avait le resto qui était en 2 parties. En bas on avait le côté un peu gastro du resto, et sur le quai on avait une énorme rôtissoire que j'ai conçue et imaginée moi-même et que j'ai fait faire par des forgerons. Et en fait là-dessus on faisait des cuissons de viande à la ficelle. D'accord. Donc on avait du feu de bois dans des foyers à la verticale, et de part et d'autre de ces foyers on pendait des morceaux de viande avec des ficelles, et en fait on les faisait juste tourner. Donc en fait la ficelle s'enroulait dans un sens puis dans l'autre. Et donc en fait ça te permet d'avoir la même technique, par exemple, c'est que les cochons de lait à la broche, sauf que là tu mets qu'un seul cochon sur une broche et tu as besoin d'un moteur. Là tu peux mettre plusieurs trucs et tout quoi. Alors que si tu retournes le truc, en fait tu as juste besoin d'une ficelle et de temps en temps taper dans les morceaux de viande pour qu'ils tournent et qu'ils aient des cuissons uniformes. Putain, smart hein. Voilà. Bravo, tu vas nous refaire un peu ici, qu'est-ce que tu imagines en rôtissoire? Non mais c'est vrai que c'est ouf quand même, parce que moi j'avais un peu regardé ce que tu faisais, et c'est ça ce côté un peu nouveau quoi, que tu apportes à la cuisine. C'est vrai que moi je m'y connais pas trop dans le monde de la cuisine, et c'est vrai que ça a l'air pas hiérarchique, mais justement de tendre dans un grand truc, faut faire tes preuves dans le grand truc, ensuite tu montes un peu les échelons, soit tu as le culot justement et tu tentes un truc totalement à côté. Et c'est vrai que je trouve ça cool que tu fais un autre truc, j'ai vu sur ton Instagram, parce que ce monsieur a un Instagram, si jamais vous voulez le suivre, il y a un petit peu de tout, Alexandre-Marchand, ça sera dans le chat, n'hésitez pas. Mais ouais, donc t'as un autre resto aussi que tu co-gères, c'est ça? Non, pas resto, c'est plus pas brasserie. L'autre c'est une grosse brasserie, Okay. qui s'appelle Monsieur Culbuto, qui est dans le 20e rue des Pyrénées. Vraiment, moi je vous conseille d'aller faire un tour si vous avez l'occasion. Enfin d'ailleurs dans les 2 restaurants qui sont alors l'autre s'appelle Pensoul, Okay. qui est port de la Râpée dans le 12e, près de la gare de Lyon, et l'autre c'est Monsieur Culbuto. Monsieur Culbuto, là-bas pour le coup, moi je suis exécutif, donc en fait j'ai géré l'ouverture, je les ai accompagnés dans l'ouverture de cette brasserie l'été dernier, donc 2017. Okay. Donc là pareil, c'est accompagnement dans toute l'ouverture, donc le recrutement des équipes de cuisine, la formation des équipes de cuisine, le choix des fournisseurs, les recettes, et après vraiment la gestion du lancement. La carte et tout, c'est toi qui fais justement, c'est toi qui a supervisé un peu. Exactement, et je les accompagnais sur... Ça sent bon, ça commence à sortir un peu. Ouais, ça commence à... C'est plaisant, c'est trop bien. Et après c'est vraiment l'accompagnement sur la durée. Donc moi là-bas je suis pas en cuisine, mais par contre à chaque saison, en fait toutes les saisons, je travaille 2 cartes par saison. Là-bas et on change les plats régulièrement, et ce qui permet en fait d'avoir une très belle brasserie, parce que vraiment en plus le lieu est très très beau, d'avoir une très belle brasserie, et 2 d'avoir une brasserie qui ne sert pas à la même chose que toutes les brasseries à Paris, parce que moi c'est ce que je reproche un peu. C'est toujours la même chose, hein. Tu prends ton club sandwich, les plats un peu typiques, voilà. Ce qui peut être parfois très bien fait, hein. Mais du coup ça se différencie pas vraiment de ce qui se fait ailleurs. Donc là-bas on retrouve en fait les codes de la brasserie, donc il y a quand même un large choix, et beaucoup de viande, quelques poissons, etc. Mais après dans toutes les recettes, moi j'y apporte ma touche à moi, et c'est ce qui fait qu'en fait cette brasserie est différente des autres, parce qu'elle a une vraie touche de cuisine, quoi. C'est quoi les différents plats par exemple, un peu que tu n'as pas revisité, tu vois, mais si tu en as 2-3 que tu as par exemple, changé et tout? Là-bas chez Monsieur Culbuto, il y a un plat qu'on a mis à la carte le jour de l'ouverture, et je crois que c'est le seul plat qui n'a pas changé de la carte. L'indémodable. Exactement, parce que ça fait partie maintenant des plats signatures de cette brasserie. C'est l'œuf mollet frit. Okay. C'est quoi l'œuf mollet? Alors un œuf mollet, c'est un œuf qui est cuit dans sa coquille dans une eau bouillante, et qui est cuit à peu près 6 minutes. Ça dépend si tu prends un œuf qui est froid. C'est quand tu ouvres et que direct tu as le cœur qui... Voilà. En gros un œuf mollet c'est donc qui est cuit dans sa coquille, je te disais, et qui après quand tu les cailles, tu as le jaune qui est dur, t'as le blanc qui est dur, mais tu as le jaune à l'intérieur qui est encore coulant et ah ouais, c'est le truc, c'est la réaction chimique là, où ensuite ça vient autour. Non, alors là tu confonds avec un œuf poché. Ah ouais, putain. Voilà. Moi la cuisine c'est... En fait l'œuf poché c'est pareil, c'est un œuf qui est cuit dans une eau frémissante et vinaigrée. Simplement, tu casses l'œuf dans l'eau, alors que l'œuf mollet il est cuit dans sa coquille. Donc en fait il garde, en fait une fois que tu l'as décalé, on dirait un œuf dur, sauf que l'œuf dur, le blanc et le jaune sont durs, alors qu'un œuf mollet, le blanc est dur et le jaune est coulant. Le jaune est liquide, Voilà. Puisqu'en fait la chaleur vient progressivement de l'extérieur vers l'intérieur dans les aliments que tu cuis. Donc c'est pour ça que d'abord c'est la coquille qui prend la chaleur, puis le blanc et ensuite tu le sors après le jaune. Et donc si tu arrêtes l'œuf au bon moment, un œuf cocotte c'est un œuf mollet, mais sauf qu'on le consomme différemment. Ok, d'accord. Le cocotte tu ouvres le dessus et tu fais les mouillettes. Oh là là, ça c'est incroyable ça. Et donc voilà, le blanc est dur et le jaune est coulant. Ok, donc c'est quoi le plat? C'est un œuf mollet qui est ensuite pané, puis frit.
Donc en fait, quand tu vas le couper et que tu vas le manger, il y aura une couche extérieure qui sera croustillante, qui apporte de la texture au plat. Pour ceux qui connaissent, on utilise de la chapelure panko, qui est une chapelure japonaise. D'accord. C'est la deux chapelure, je vais voir, mais non, c'est bien parce que je pense qu'il y a des gens, en fait, je pense que sur le live, il y a des gens qui sont un peu comme moi, qui n'y captent pas grand chose à la cuisine de base, mais qui sont intéressés. Il y a des gens, je pense, qui déjà sont bien connaisseurs de cuisine et qui justement veulent en apprendre un peu plus. C'est captivant pour les deux. Ça commence à frémir. On va y arriver les gars, je vous jure, on va y arriver. D'ici demain, la recette sera terminée. Et tu as deux types de chapelure, tu as la chapelure française. En fait, la chapelure, c'est quoi? C'est du pain que tu vas broyer, mixer pour en faire une poudre. En fait, c'est ça la chapelure. En fait. Et tu as deux types de chapelure, tu as la chapelure française qui est vraiment une poudre. Et tu as la chapelure japonaise qui est faite avec du pain de mie, alors que la chapelure française est faite plutôt avec du pain de campagne par exemple. Ouais, c'est des écorces quoi, beaucoup. Voilà, exactement. Et la chapelure japonaise, c'est fait avec du pain de mie, donc c'est une chapelure qui est très blanche, alors que la française est plutôt marron. Et la chapelure japonaise est beaucoup plus légère et avec des morceaux plus grands. Ce qui fait que quand tu croques, tu sais, je sais pas si tu manges de temps en temps des crevettes, des beignets de crevettes à la peu japonaise, et tu as une panure à l'extérieur qui est très croustillante et très légère. Tu sens que c'est demi-dur quoi, enfin, c'est à moitié mou. Exactement, et ça c'est de la chapelure panko. Voilà, et donc cette chapelure, cet œuf mollet du coup, on va le paner avec une chapelure panko, et ensuite on va le frire, donc on a vraiment un œuf mollet donc croustillant, donc c'est vraiment la définition. Et à côté de ça, je fais une tombée de jeunes pousses d'épinards que je mets dans le fond de l'assiette, l'œuf par-dessus, et autour je mets une espuma de parmesan. Donc espuma de parmesan, c'est de la crème du parmesan réduit, mis dans un siphon, gazé. Et en fait c'est une chantilly, une chantilly chantilly parmesan. Merci pour la trad, mais j'avais à peu près. Putain, ça a l'air vachement beau quand même. Hein. Parce que du coup c'est il y a pansoul, comment on dit ton pansoul, ouais. Donc il y a un étage qui est un peu gastro, donc justement. Ça c'était cet été. Et maintenant qu'il fait froid et que le salé se couche tôt, on est resté uniquement sur la partie du bas du restaurant, donc on a plus cette grande rôtissoire, etc. Ah, mais ça doit être intéressant de faire justement ce côté de très gastro, des plats un peu justement pour la brasserie, un peu plus pas populaire, mais justement un peu plus pour tout le monde quoi. Parce que, question totalement con, mais comment ça se vend par exemple le plat d'œuf mollet? Il doit être de mémoire, il doit être à 8 € ou un truc comme ça. C'est pas cher en plus, je crois. Ah ouais, non, c'est parce que pour se donner une idée, c'est pour Paris, hein, si jamais vous n'êtes pas de Paris, les prix changent et tout, mais c'est pour avoir une idée, parce que je suis désolé, je vais juste touiller un petit peu, parce que je vois que mes champignons commencent à frémir. Il faut savoir bien traiter ces champignons, et voilà. Là, ça c'est quand si on fout à côté, mais parfait. Merde. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez important parce qu'il y a parfois souvent cette idée de pour manger bien, avoir un peu gastro, faut lâcher forcément 100 balles quoi. Alors que je trouve qu'il y a pas mal de restos dans Paris qui se sont créés justement avec des gens créatifs, des gens qui ont eu des idées et des tentatives et je trouve ça super, mais je vais venir bouffer dans tes restos moi putain. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Si vous avez des questions le chat, n'hésitez pas, vous pouvez les poser, on a un ordi à côté, on essaie de là on va pouvoir avancer un petit peu. Donc là on a mis de côté quelques champignons. Eux, on va les travailler. Donc, je sais que tu n'as pas de mandoline ici. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une mandoline? Ça me dit un truc, je te gâche. Alors en fait, c'est une planche plate sur laquelle il y a une lame qui coupe vraiment beaucoup en diagonale. Voilà, et c'est pour râper très fin, enfin pour couper très fin. Je pourrais n'importe quoi. Je n'ai absolument pas ça. Mais donc c'est pas grave. Si vous avez une mandoline chez vous à la maison, vous pouvez le faire. Là, on va vraiment faire des copeaux de champignons très fins et qui vont venir nous servir pour le dressage. Donc le truc que tu faisais tout à l'heure justement en toute petite lamelle. Exactement, sauf que là vraiment il faut éplucher. Il faut éplucher, mais là ce qu'on va faire, on va éplucher mais on va garder le pied. D'accord. Donc là c'est vraiment l'instant technique. Ah, c'est le moment où donc tu dois enlever petit à petit. Donc tu prends avec la pointe du couteau. Tu viens prendre la petite membrane qui est là. Et tu vas venir éplucher. Hop, voilà. Ah, c'est comme la clémentine, il faut en choper le plus possible quoi. Voilà, exactement. Mais sauf que c'est un travail extrêmement minutieux. J'imagine, parce qu'il faut conserver le pied, donc pas toucher le pied pour pas qu'il tombe. Et pas trop gratter à l'intérieur. Et pas trop gratter pour que ton champignon il ressemble à quelque chose. Et voilà. Hop. Il y a un endroit du goût particulier du champignon, genre est-ce que c'est les lamelles qui… Non, en tout cas sur le champignon de Paris, il n'y a pas vraiment de différence de goût entre les petites lamelles et la peau. Et donc là, mon couteau, tu vois, je le tiens comme ça. Donc évidemment, tu ne vas pas appuyer fort dessus, sinon tu vas te couper.
Mais là, on utilise le couteau comme ça parce que si on, en fait, ce sera pas possible de mettre le pouce. Enfin, tu vois, là, ce sera pas pratique. Et vu qu'on a... mets-toi juste un tout petit peu plus là parce qu'il y a la cam. Hop. Donc, je reprends. Donc, c'est vraiment mettre en fait la lame du couteau à l'intérieur. Ouais. Et de venir éplucher comme ça. Ok. Le champignon. Donc voilà, hop, je termine. Non, je te laisse le terminer. Vas-y, je vais essayer. Super. Je vais donner le max. Le chat nous indique que ça commence à bouillir, donc c'est bien, vous êtes réactifs, hein. Alors. Voilà, tu pinces et tu tires. Ouais, voilà, génial. C'est bien, hein. Voilà. Et donc maintenant tu tires. Attention, je pense qu'il faut que tu avances un peu plus. Ouais, putain. Bon, on teste le setup, j'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Voilà, justement, essayer de mettre un peu à la cuisine tout en s'amusant, tout en vous partageant ça et en essayant que vous appreniez quelque chose aussi, voilà, vous, chez vous. Ah putain, je suis en train de montrer mon cul. Il y a 2-3 pauses ici avec les caméras, faut faire gaffe. C'est 2-3... Attends, parce que du coup, j'ai pas assez enlevé ici en fait. Ouais, non. Ah, en fait, faut enlever toute la... Pas mal. J'en ai laissé un peu là. J'ai tout cassé. Ah, toi, ça commence à sentir bon. Ouais, ça imbibe, hein. Ça imbibe. Tu vois, ça imbibe. Le mec, il a pas du tout le vocabulaire. Ah ouais, en fait, tu vois là, je trouve que ça... En fait, j'étais en train de me dire que ça sentait la cardamome. Ouais. Et en fait, là-dedans, t'as pas que du poivre. C'est un mélange poivre-saveur. Et donc, en général, eh ben voilà, regarde. Hop, allez. Comme quoi, cardamome. Et c'est quoi la cardamome? C'est une épice. C'est une épice, c'est une petite épice, c'est des graines vertes. Et là dans l'odeur qu'on a, c'est ce côté un peu légèrement citronné, un peu proche de la citronnelle, je sais pas si tu, si tu vois. Ouais, en fait là-dedans il y a du poivre, des graines de coriandre, de la cardamome et du poivron vert. Ok. Ah ouais, on a acheté des trucs. Mais là, ça sent, là, ça sent la cardamome et c'est parfait parce que vraiment en plus je m'étais dit si t'as de la cardamome dans tes épices, ce serait une très bonne idée pour ce bouillon de champignons. Donc ça tombe plutôt très bien. Ça va, je commence à... Alors là, si vous refaites la recette un jour à la maison, là on atteint vraiment un niveau de précision sur les techniques de cuisine et tout, vraiment, on pousse le truc le plus loin possible. Si vous n'avez pas le temps, là vos champignons, hop, vous les coupez en lamelles avec la peau et avec tout, hein, c'est vraiment pas un problème. Non, c'est juste qu'ici on aime... Voilà, on aime les choses bien faites. Exactement, je trouvais plus mes mots, mais c'est tout à fait ça. Non mais c'est pas mal parce que, tu vois, je pense que la cuisine c'est un truc qui peut me faire, pas phaser, mais c'est agréable, ça détend quoi. Ton esprit est occupé par un truc... Là il y a que des bonnes choses. Quelqu'un nous demande, pourriez-vous nous montrer comment est-ce qu'on tourne un champignon? C'est exactement ce que tu es en train de faire. Voilà. Voilà, tu es en train de tourner un champignon. Prends juste exemple en fait, tout simplement. Si tu te demandes comment tourner un champignon, tu regardes et... Hop. Suivant. Je te file un coup de main. Ouais, parfait, parce que j'avoue que là, moi, je me suis fait le truc méticuleux, mais je dois passer 4 heures par champignon, quoi. Ah, et donc, il faut savoir que dans les grandes maisons, dans les restos étoilés, etc., le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en fait, ils travailleront jamais un champignon de Paris autrement que épluché. Okay. Donc, tu as des petites mains. En général, ce sont les apprentis ou les commis qui se tapent des caisses entières et des kilos de champignons à faire uniquement ce qu'on est en train de faire. Donc, tu vas tourner des champignons, tourner des artichauts. Ouais, t'en prépares pour toute la soirée, pour... t'en prépares même pour toute la semaine, quoi, quand t'as un ingrédient comme ça à la carte. Et ils passent leur matinée à éplucher des pommes de terre, à éplucher des oignons, et vraiment toutes ces petites mains, c'est vraiment... Enfin voilà, faut vraiment leur rendre hommage parce que c'est... Bah ouais, c'est un travail de ouf, c'est grâce à leur travail de précision, mais en même temps ils apprennent aussi, quoi, donc... Il y a combien de gens dans tes cuisines? Là, à Pensoul, dans le 12e, on est le plongeur inclus, mais que moi je considère comme un cuisinier. Entre toi et moi. Ouais. C'est assez drôle. On vous laisse deviner, hein, lequel a été fait par... Voilà, et il est beau le tien, putain, c'est vrai que c'est quand même un travail de... Après le mien a ses imperfections. Ouais, mais attends, regarde, honnêtement ça va.
J'avoue. Tu t'es pas mal débrouillé. Il y a du progrès. Hein. Et donc là, on va faire des très très fines lamelles. Par exemple, je t'ai coupé sur ce truc que tu disais sur ta cuisine. Pardon. Ouais, bah voilà, on est 1, 2, 3, on est 4. Ok. Voilà. Donc là, on va faire des fines lamelles. Et alors là, moi ce que je trouve très joli dans les lamelles avec tous les fruits et légumes qui ont un pied, c'est ou un pied ou des fans. C'est d'essayer de les garder entiers. Et en fait, quand on va arriver vers le milieu, parce que autant les premières lamelles ne seront pas très intéressantes, je trouve. Par contre, toutes les lamelles qu'on aura au milieu, il y aura vraiment, en fait, ce sera la tranche du champignon. Donc on aura le pied, puis hop, on aura le chapeau et le pied. Et ça, je trouve ça très joli. Montre-moi parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc hop, on va commencer à faire les Est-ce qu'on est bien premières lamelles. Ouais, on est bien là. C'est parfait là. Hop. Donc, on va faire les premières lamelles. Donc les premières lamelles, je te disais, sont, je trouve, moins intéressantes. En tout cas au niveau du visuel, au niveau du goût, c'est la même chose. Mais au niveau du visuel. Ah, je comprends. Ok, d'accord. Et là, après, il y a un moment, on va vraiment avoir la tranche parfaite du champignon. Là, il y a le thé quoi. Voilà. Et moi, je trouve ça très joli. Ouais. Voilà, et ça en cuisine, je trouve ça vraiment très beau. Et plus c'est fin et plus c'est délicat. Ça fait vrai morceau quoi. Voilà, exactement. Donc je vais faire celui-là, puis tu feras les autres. Avec plaisir. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de détecteur de fumée. Ouais, parce qu'on peut pas mettre la hotte, c'est pour ça que. Ah ouais, du coup, c'est ça que c'est normal, c'est de la vapeur. Parce que sinon, vous entendez plus rien. On a essayé de faire au mieux, encore une fois. Hein. C'est toujours compliqué parfois de faire des lives, garder le son, la caméra, les lumières et tout. Donc, on essaye de faire au mieux. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Donc, la part prend feu. Mais voilà. Tiens, bah, du coup, à toi. Ah ouais, toi t'as tout bien fait. Ouais. Alors moi c'est le genre de truc, c'est comme le saucisson, non. De base le saucisson, ouais, je fais des steaks. Ouais, mais là, regarde, t'as le temps parce que le bouillon commence à réduire, mais t'as le temps. Tu m'as dit comme ça quoi. Alors, comment est-ce que je ferais moi? Hop. Ouais, comme ça, exactement. Ok, d'accord. Tu vois? Vas-y. Tu mets là, et en fait, c'est surtout. Les phalanges et tu rentres l'intérieur des doigts. Mais en fait, surtout, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des tranches très fines. Ok. Tu décales tes doigts petit à petit. Ok, vas-y. Tu vois, c'est là où vraiment tu arrives à avoir des trucs. Et ça ensuite, c'est ce que tu remets dans le risotto. Alors ceux-là, petite lamelle, ouais, ceux-là on va les mettre à la fin. Une fois que le risotto sera quasiment. Et d'ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, on va même pouvoir après faire le tri entre les morceaux très beaux, comme ça, qu'on gardera vraiment pour mettre sur le dessus à cru, et les autres qu'on jettera dans le risotto 30 secondes. Tu vois, alors là, par contre, t'es en train de partir en. T'es plus droit du tout là. Merde. Je sais pas si. Voilà, donc. Voilà, ouais, je vais. Parce qu'en fait, c'est le moment du pied. Oui, parce que le moment du pied. Tu l'entames? Ouais, non, je vais entamer le pied. J'ai été timide sur le fait d'entamer le pied. Voilà. Hop, okay. C'est bon, je te l'ai. Tu m'as remis droit, vas-y, voilà. On va voir. Ça va repartir. Ah, vous devez rien voir quand je m'avance. J'ai fait un steak. En biseau, ouais. Il y a un appel. Ah, il voit tout. De quoi? Quelqu'un disait que tu avais un appel. Ah oui, c'est vrai. Merde. C'est vrai. J'ai cassé. Bah oui. Ça m'étonne pas, c'était vraiment le piège. Et du coup, mais c'est hyper sensible hein, quand ouais. même. C'est genre. Et là, du coup, si tu veux être plus régulier, maintenant qu'il n'y a plus le pied, mets-le dans l'autre sens. C'est cow-boy là? Ça, c'est un peu cow-boy. Ouais. J'en ai pas fait un ou deux bien. Tout est cow-boy. Ça, c'est pas mal. Non, ça c'est très cow-boy quand même. Ouais, c'est un peu... Là, ça, c'est le genre de truc, si un de tes commis ou quoi te fait ça, tu. Je mets des claques. Ouais, c'est pas tolérable. Non, s'il fait ça, je lui remontre pour lui montrer comment est-ce qu'on fait ça bien. Oh là là, c'est. Si, moi pour le coup, je suis pas un chef très autoritaire. Il faut que les choses soient bien faites. Ouais, si le mec comprend pas, tu lui voilà, montres quoi. Je lui explique plutôt que. Hop, les petits morceaux qui donnent envie ici. Ça c'est après ça. Moi ça va maintenant, mais alors ça du coup toi tu peux vraiment t'entraîner à faire ça toi. Parce que celui-là il a pas de pied, ce qui fait qu'il tient bien. Ok. Il tient bien comme ça. Non, tu je me mets à l'envers, putain le. Oh le mec. Il y a du niveau. Et là tu bombardes quoi. Ouais. Tu fais ça, c'est quoi le geste? Clac, alors, clac, clac. C'est soit ça. Ouais. Là le truc c'est que t'as une planche en bois qui est toute neuve donc ça glisse pas assez. Ouais. Mais sinon tu fais, en fait c'est juste, là en fait en plus t'as la chance d'avoir en fait t'avances un tout petit peu. Des très bons couteaux, exactement. T'avances juste un tout petit peu. D'accord, tu mets juste. Oh là là, oh, c'est propre. Regarde,
Regarde, je reprends, les gens n'y verront pas la diff. Et voilà. Tac, donc là t'as l'autre qui est là. Ah, c'était le mien en plus, c'est parfait. Est-ce que tu veux le grand? Allez, vas-y. J'ai voulu avancer. Pour vraiment te blesser, mais plus fort. Oh putain, j'ai voulu avancer un peu, il y a l'angle qui est parti. Ah, mais moi je suis très peu minutieux et tout. Hein. Genre, moi en fait, ma mère était fan de porcelaine et à chaque fois elle m'emmenait quand j'étais petit et je cassais tout. Donc à un moment j'étais interdit de magasin de porcelaine. Voilà, dans la live cuisine il y a aussi l'anecdote, j'espère que vous appréciez. Mais sachez-le, voilà, tout simplement. Oh mais c'est hyper dur de faire fin. Putain, t'es un génie. Hop, celui-là il était top. Hein. Bravo. Allez, on termine les deux derniers ensemble. Allez, vas-y. Et donc là, essaie juste de pas couper le... De pas fusiller le pied. Et de couper bien droit. Oh, mais c'est dingue la sensation de savoir où est son couteau. Regarde, tout à l'heure, je t'ai appris comment tenir son couteau. Ouais, ça va comme ça. Voilà, comme ça. Et comme ça, t'as une meilleure maîtrise. Comme ça, moi je tenais par le manche. Hop. Je crois que c'est pas si mal là. Je suis un peu de traviole. Je vais faire un petit cow-boy, mais... Oh, j'ai merdé. Il va tomber. Il était obligé de tomber, celui-là, je pense que c'était sa seule ici. Non mais il y en a 2-3 honnêtement. Check un peu. Ah, celui-là il est bien, non? Ça c'est nickel ça. Tu vois? Voilà. Il y en a 2-3, je me suis senti vraiment genre performant quoi. Ouais, c'est bien. 2-3 quoi. Non, super. Pas plus hein. Non mais vraiment ouais, ça c'est un peu largos mais... Ouais, c'est un beau steak de... Du beau steak de champignons, bon voilà. J'ai tous mes doigts. On est arrivé au bout de... Et ça quand tu le vires ça du coup? Oh, tu le remets ouais. Sinon tu le coupes juste comme ça. Sur la tranche, hop. Donc voilà, hop ça, regarde, je te laisse mettre tout ça là, on va mettre un petit coup de propre. Et après, on va passer, pour prendre de l'avance, on va passer au pecorino. Parce que ce qui est très important de savoir, c'est que dans un risotto, donc ce que je disais au début, c'est donc un bouillon qui va permettre d'avoir déjà quelque chose qui a du goût et surtout quelque chose de crémeux. Mais pour tous ceux qui font des risottos chez eux et qui mettent de la crème dans leur risotto, si vous croisez un Italien et que vous lui dites ça, il vous met des baffes. Ah moi je coupe les pâtes alors on fait les spaghettis donc... Ouais donc t'as plus aucun respect pour la cuisine italienne. Mais souvent les gens pensent que dans le risotto il y a de la crème pour rendre le truc crémeux. Alors il n'y a pas de crème dans un risotto, jamais. Les deux choses pour rendre un risotto crémeux, c'est un le bouillon et deux le fromage en fait. Donc on utilise soit du pecorino, soit du parmesan. Le parmesan est en France plus connu. Ouais, parce que j'avoue, quand tu m'as dit d'acheter du pecorino, je connaissais pas du tout. Et ben voilà, je me suis demandé où on pouvait en trouver et tout. Au final, le premier primeur en avait. La différence entre le pecorino. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre ces deux fromages-là? Pas du tout. Et j'aime beaucoup le parmesan. Bon, si t'aimes le parmesan, t'aimeras le pecorino. C'est deux fromages qui se ressemblent beaucoup, mais à ton avis, vraiment en réfléchissant un tout petit peu, et vous chez vous aussi, essayez de trouver la différence entre les deux. Alors, pour vous montrer, ça c'est le pecorino. Voilà. Donc il est fumé, c'est ça? Donc c'est quoi? Sardé? Pecorino Fiore Sabre, c'est une variété de pecorino qui est fumé. Donc voilà, c'est pour ça que la croûte est à cette couleur-là. D'accord. Voilà. Et là, on a une légère odeur de fumaison qui n'est pas très prononcée. Mais donc à ton avis, c'est quoi la différence? Parce que ça ressemble à du parmesan. Je vais pas te mentir, je sais même pas de quel lait c'est fait. Bah justement, c'est la différence entre les deux. Alors moi je dirais que ça, parce que tu vois si je vais... Parce que le pecorino c'est italien. Les deux sont italiens. Ouais. Moi je dirais que ça c'est pas aussi fort que de la brebis. Yes. C'est pas de la vache, ça serait trop facile. C'est pas de la vache. C'est de la chèvre. C'est pas de la chèvre. Non, c'est de la brebis. Ouais. Oh, putain, j'ai hésité à tenter ou pas. Non, c'est la différence entre les deux. Le parmesan c'est du lait de vache et le pecorino c'est de la brebis. Ok, donc ce qui fait que c'est un peu plus fort ou... Exactement. Le pecorino est légèrement plus fort parce que le lait
le lait de brebis est en général plus prononcé que le lait de vache. Voilà, donc c'est la différence principale entre ces deux fromages. Ok. Est-ce que vous aviez trouvé? Brebis. Il y en a un. Voilà. Lait de femme, parfait. Allez. Voilà, est-ce que tu as une râpe? Voilà, j'aurais dû faire une liste de matos aussi. Ah ouais. Oh, j'ai ça. Putain, ça c'est incroyable. Ça c'est tu sais ce que c'est? Ouais, c'est pour mettre les petits morceaux d'ail. C'est un presse, exactement. Voilà, moi je me suis dit, je voulais t'en parler un peu. Je le range. J'ai des allumettes. T'as pas de râpe? J'ai pas de râpe. Mais j'ai des pinces. Si jamais vous voulez récupérer comme ça votre pecorino. Par contre, là, vraiment, je sais vraiment pas comment est-ce qu'on va faire du pecorino râpé. Parce que c'est comment en fait? C'est les petits copeaux un peu? Bah voilà, quand tu t'achètes du parmesan râpé pour mettre dans tes pâtes. La râpe, c'est le truc de la poudre. On fait ça quoi. Et une râpe, voilà, exactement. Okay. C'est un truc qui permet de râper et d'avoir une poudre du fromage. Et là, c'est vraiment important. Okay. J'aurais peut-être dû te prévenir ou revenir avec la ligne. Sinon, on va essayer de. On peut demander aux voisins. Théo? Ah, Théo, t'es en mission. Le chat t'a réclamé. Clément. Ah là 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 là, avec un économe. Pas d'économe non plus, on n'a rien. Non mais moi en fait j'ai vraiment rien, c'est pour ça. Je préfère être totalement honnête et vous dire que j'ai aucune base en cuisine et apprendre. Je me mets à nu, voilà. Sinon, ce serait quoi les voisins à droite là, ils sont hyper cool. On n'aura jamais parlé encore. Hein. C'est une toute première. Bon courage Clément. Non, bon, il va juste faire ça. Et donc voilà, donc, la râpe en fait elle va te permettre par définition de râper le fromage et donc d'avoir cette poudre. Et en fait, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, le risotto, donc il n'y a pas de crème. Par contre, pour qu'il soit crémeux et pas pâteux et compact, il y a deux choses. Il y a le bouillon qui du coup, le fait qu'il soit dans du liquide, déjà il sera pas compact. Ouais. Il sera dans du liquide, sauf que s'il y a trop de liquide et qu'il n'y a pas un autre élément qui va venir justement le remettre tout ensemble quoi. Voilà, exactement. Je comprends ce que tu veux dire sans avoir les mots, mais je comprends l'idée. En fait le mot c'est lier. Oui. Voilà, et donc en fait le risotto on va le lier avec soit du parmesan, soit du pecorino. Okay. Et en fait c'est là où tu vas avoir ce côté crémeux, c'est que du coup tu vas avoir le bouillon qui va apporter du liquide. Et pour lier tout ça, on va mettre du pecorino râpé. Okay, en fait, le pecorino râpé va fondre dans la préparation parce qu'elle sera chaude. Et en fait, on aura quelque chose de crémeux. C'est vraiment comme ça qu'on obtient le côté crémeux d'un risotto, que ce soit avec des coquillettes ou du c'est le mix un peu de tout quoi. Mais là, vraiment, aujourd'hui, ce que vous allez apprendre chez vous, vous pourrez l'appliquer après à tous les risottos. Mais c'est vraiment toutes ces étapes-là qui sont très importantes à respecter. Et c'est comme ça qu'après vous pourrez faire un risotto avec ce que vous voulez, vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans, mais dans tous les cas, ce qui est important c'est de respecter toutes ces étapes et tous les conseils que je vous donne pour avoir quelque chose qui sera abouti à la fin. Si on met pas de pecorino pour lier, bon, on va avoir un truc très liquide. Comme ça qui est bien en fait, c'est qu'il y a plein de manières entre guillemets de le louper, genre si tu fais pas le bon truc quoi. Exactement. Ah oui, non, c'est pour ça que les risottos c'est vraiment des recettes très techniques de cuisine et on pense que c'est simple uniquement. Tu mélanges un peu de riz avec 2-3 trucs. Et c'est bon, alors qu'en fait, non, c'est vraiment des techniques très, très particulières. Et si on oublie une étape, par exemple à la fin, en fait, une fois que votre risotto sera cuit, ça vous le verrez tout à l'heure, mais une fois que le risotto sera cuit, si jamais on rajoute pas un petit peu de bouillon à la fin, eh ben, on aura un truc qui sera hyper compact, pâteux, voilà quoi. Donc c'est vraiment plein de petits conseils comme ça. Ouais, est-ce que tu veux qu'on goûte le bouillon pour voir déjà à quel stade de goût comme ça? Comme ça, ou avec une grande cuillère. Grande cuillère. Ah, c'est chaud. Est-ce que vous voyez bien là le... Ouais, vous voyez bien. Oh, le plan est bien. Oh là là, vous voyez un peu la Domingo Production là. Merci. On va se brûler. Bah déjà, enfin, alors un bon indicateur pour voir si un bouillon commence à avoir du goût, c'est sa couleur. Ok. En fait, là, ça commence, vu qu'on démarre avec une eau qui est transparente. Si on veut quand même. Si jamais on le précise, hein, plus il va être foncé, plus il sera corsé en goût. Voilà. D'accord. Donc là, on a déjà un bouillon qui commence à avoir une couleur. Ce que tu disais sur réduire par rapport à l'eau et tout, là, ça a assez peu réduit, non? Là, ça n'a pas beaucoup réduit parce qu'en fait, ça a mis du temps à. Ok, c'est que ma plaque est nulle. Voilà, exactement. D'accord. La marque, on va. Ouais, Thomson, pas ouf. Hein. Je sais pas où est Clément. Alors pour l'instant, il y a beaucoup plus le goût du poivre et de la cardamome. Je
sais pas si tu sens. Il n'y a pas beaucoup de goût de champignons. Non, non. Zéro. Il n'y en a très très peu, c'est vraiment, très léger. Fin, quoi. Donc il va falloir que ça réduise encore. Tu dois bouger à quelle heure quand même? Parce que toi tu vas à ton resto après. Ouais. Il est déjà 14h, 14h11. Ouais. Non, parce qu'après, on mentira aux gens, t'inquiète, hein, on dira, c'est... Oh, le bouillon, quel goût de champignon. Ouais, mais là idéalement, il faudrait que ça réduise encore de moitié. Ok. De toute façon, de moitié par rapport à ça. Donc, voilà. Okay. Mais là, maintenant qu'il y a une ébullition, de toute façon, ça commence. Voilà. En fait, ce qui est bien, je sais pas si vous voyez, mais c'est que non, vous voyez pas trop, mais ici, voilà, on a vraiment directement ce qu'il y avait dans la casserole qui se répand, comme on n'a pas de hotte. Comme c'est un peu la guerre. Clément est parti trop tôt. Ouais, non, Clément, il va faire le tour de l'appart. Ouais. Vous en faites pas pour Clément, il reviendra avec une harpe. Voilà, là vraiment, on va encore y mettre peut-être 15-20 minutes d'ébullition. Comme ça, on commencera à avoir un bouillon. Ensuite, c'est l'idée quoi. Qui sera un peu concentré. De la perfection. Mais ce que je disais tout à l'heure, si tu le démarres le matin, tu peux faire autre chose en attendant et ton bouillon va se corser petit à petit et revenir. Tu reviens de checker de temps en temps juste pour goûter et tout, d'accord. Donc les différents trucs qu'il faut faire justement, là donc tu as senti qu'il y avait suffisamment de poivre et tout, là on n'a pas spécialement de trucs à rajouter, c'est-à-dire qu'on a mis donc de l'ail, oignon, ça cuit, on sent qu'il n'y a pas encore champignons donc il faut laisser le temps quoi. Voilà, exactement, là c'est juste du temps, là c'est vraiment juste du temps et c'est vraiment, en tout cas si vous voulez faire ça chez vous de façon bien, on fait comme ça. Maintenant, si nous, là, tout de suite, on veut y apporter... Parce que le vin blanc pour le déglaçage, c'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant. Oh, le retour de Soldat Clément. Non. Ils sont gentils ou pas? Oh, il l'a. Oh, bravo. Accueillez en maître. Veuillez applaudir le chat, veuillez applaudir. C'est tellement bon. Bonjour. Bonjour. Oh bah tiens, merci beaucoup. Elle est un peu mieux, je l'ai remercié très fortement. Et on leur fera goûter. Bah c'est ce que je lui ai dit presque quasiment parce que je lui ai expliqué, c'est passé plein de choses. Parce que tu laisses la part. Non mais elle t'a entendu crier hier soir sur Black Ops, c'est pour ça. Ah c'était fantastique, j'ai eu une discussion. Je criais pas, je m'entraînais à faire le couplet de Fienzo. Ah bah encore mieux. Super. Parce qu'à 4-5 heures du mat, je m'entraînais à faire un couplet, barao, là tout ça. Mais pas suivre nos amitiés du coup, voilà, très bien. Là, chez vous, petite astuce, j'en parlais tout à l'heure. Si vous voulez accentuer un petit peu le goût de votre bouillon, et là c'est ce qu'on va faire parce que du coup là on n'a plus vraiment le temps. Par rapport au temps, on va mettre un bouillon cube. Et donc là on va accélérer, on va apporter plus de goût. Donc là c'est un bouillon de volaille. D'accord. On va apporter plus de goût à notre bouillon, comme ça même nous pour notre déjeuner, on va avoir quelque chose qui a du goût. Parce qu'on vous fait à bouffer et tout, mais enfin on vous fait à bouffer. Hop. Le chat il perd pas le nord. Là on va râper le pecorino. Ouais. Donc sur le pecorino, les croûtes ne se mangent pas, donc tu vas... Il y a des fromages où ça se mange la croûte? Ah, tous. Hein? Quasiment tous. Ah moi ça m'a toujours... Alors c'est peut-être mon côté un peu parisien... Là tu peux de toute façon manger la croûte. Hein. Parce que c'est quoi en fait la croûte? Moi j'ai l'impression d'avoir lu des récits... En fait, la croûte, c'est la partie qui va s'oxyder le plus. Ok. Ouais non mais si non j'ai l'oxydation, c'est... Mais là tu peux la manger. Ah parce que moi je fais... Ah ouais, ça donne un goût en plus ce truc. Là tu sens le fumet quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est là où vraiment c'est... Mais d'ailleurs on va pouvoir le garder. Hein. C'est juste que... Non, on va le garder. Non mais il faut savoir sur quasiment tous les fromages la croûte se mange. Hein. Ok, parce que tu regardais si c'est industriel ou pas, non? Voilà, exactement. Je pensais... Enfin, je savais pas encore si c'était industriel ou pas. Et parfois tu as des fromages, genre le Babybel. Ouais, bah ouais. Ah bah si. Si, il y a une couche légèrement plastifiée là. Ouais. Donc là, on va le retirer. Donc là, c'est du pétrole là qu'on mange. Voilà. Non, mais qu'on se dise les choses quoi, au moins qu'il n'y ait pas de mensonge entre nous. Donc tu retires simplement. Alors, par contre, quand on retire les croûtes, etc. en cuisine, on est vraiment économe, donc on va vraiment aller au plus près pour gâcher le. Ouais, juste pour enlever la partie. Exactement. J'ai tendance à faire des trucs de cow-boy aussi ici. Je suis un peu un cow-boy au final. C'était facile. Voilà, quelqu'un qui nous dit sur le pecorino en général c'est de la cire. Belle tête. Ah ouais, je vous mets la tête, désolé, je me concentre. Et du coup, la cire. La cire pour le coup n'est pas vraiment comestible. Hop, et donc ensuite on va râper le pecorino. Allez. Donc voilà, il a été disloqué. Ça c'est pas grave du tout parce que de toute façon ça va se réduire en poudre. Save.
Et donc là, l'idée, râpe à fromage, tout ce qui est le plus classique. Voilà. Tu viens râper le fromage. Sachant que c'est peut-être un truc où je peux avoir du niveau. Ouais, vas-y. Râpe à fromage, là, Et ça y va. Et directement, là, on fait attention parce qu'on est sur une râpe légèrement usagée. Et qui n'est pas à toi. Bien sûr. Donc on va vraiment essayer de travailler sur toute la partie supérieure. Voilà, vraiment mettre à profit chaque petit grain. Ouais, j'imagine. J'avoue que je commence à avoir faim aussi. On a d'autres techniques, on peut aussi faire comme ça. Non, on va pas le faire, c'est con. On va rester comme ça. Il y en a un qui a énormément confiance en toi. Il va se rappeler le doigt à 100%. Putain, tu sais que le moment où tu t'es retourné, j'ai regardé mon pouce parce que ça m'a niqué. Non mais ils commencent à me connaître les gens, tu vois, il y a ce... Il est très bon. Ouais, parce que du coup, il y en a du non fumé aussi. Ouais, tout à fait. Et qui est plus... En fait, sur ces fromages-là... Un peu mou? Non, pas du tout. Qui sont affinés. Qui sont affinés. Mettez un petit morceau de fromage. Moi je peux plus là, c'est impossible de regarder ça sans faire. C'est vrai que si vous n'avez pas mangé chez vous... En fait, plus il est affiné, donc plus il reste longtemps en cave, plus le goût sera concentré. C'est pour ça que sur ces fromages-là... Qu'est-ce que tu fais avec ça, juste excuse-moi? Tu peux le mettre dedans. Ok, tu mets les petits bouts. Voilà. Mets-le avec, ouais. Plus c'est affiné, plus le goût sera concentré. Enfin déjà, plus le fromage sera sec, et plus il sera concentré. C'est pour ça que quand tu vas chez un traiteur italien ou un fromager, tu as des comtés à 12 mois, 18 mois, 24 mois, 34 mois. J'adore le comté par contre, je suis fan de ça. Le pecorino c'est pareil. En général, nécessairement plus ils sont vieux, plus ils sont chers. Mais plus ils seront concentrés. Donc après ça dépend ce que tu cherches dans ces fromages là. D'accord. Moi j'ai du mal à définir justement par exemple le comté. Je vais te couper, genre j'aime bien quand c'est un peu... Alors c'est très difficile à expliquer, un peu salé, pas salé sucré, mais tu sais... Quand t'as des petits cristaux de... Voilà, exactement. Des petits cristaux de sel qui sont... Je sais pas à quoi c'est par rapport à l'affinage. Tu vas chercher des fromages très affinés. D'accord, donc beaucoup de temps... Exactement, tu prends un 34 mois, tu es sûr que tu auras ces petits cristaux de sel et que tu auras un goût très très prononcé. Alors que si tu cherches vraiment quelque chose de plus fruité, plus moelleux, etc., tu vas partir sur un comté... qui n'a pas eu le temps de se faire. 18 mois quoi. D'accord. Où là vraiment, alors là pour le coup, si c'est vraiment un bon producteur de comté, tu auras pour le coup beaucoup plus le goût de ce que les vaches auront mangé. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est important quand on prend des reblochons, des comtés, etc. de prendre ces fromages d'alpage. C'est-à-dire que c'est la période de l'année où elles ne mangent pas du foin, mais elles mangent de l'herbe en haute montagne. Et donc là sur les fromages très jeunes, tu vas retrouver ce côté très floral, herbacé de ces fromages-là, plutôt que quand ils sont faits en étable où là tu auras plus eux-mêmes, il a le temps, je vois. C'est important l'origine des produits quoi au final. Toi, où est-ce que tu vas justement pour ton resto, pour prendre les produits? Parce que c'est toi qui fais donc les courses le matin, comment ça se passe pour le coup, on a des fournisseurs dont c'est le métier, qui sont quasiment tous à Rungis. Et donc moi je vais pas directement à Rungis, mais je les appelle en fait la veille ou l'avant-veille. C'est des contacts que tu as déjà quoi. Exactement. Et tu leur passes un coup de fil en disant demain j'ai besoin de 5 kg de pommes de terre, pour le coup c'est dans les recettes plutôt 50 kg de pommes de terre, j'ai besoin de 4 kg de céleri rave, j'ai besoin de voilà, tu passes ta commande et le lendemain matin il te livre ta commande. Et tu fais donc parce que ta carte elle change comment ça s'appelle Elle change tous les mois. Ok. Tous les mois parce que pour moi c'est hyper important que en tout cas qu'une carte respecte les saisons. Ça c'est indispensable. Après, c'est ce que j'ai vu sur ton site, je crois. Je sais plus ce que tu as mis sur des légumes justement, mais que tu n'auras pas de légumes en hiver. Je sais plus lesquels c'était. Je dis par exemple, je travaillerai pas la tomate en hiver. Ouais, voilà. Ou la betterave en été. C'est important que ça soit naturel, entre guillemets, que ça soit pas un truc importé de l'autre bout du monde. Quoi. En fait, si jamais tu achètes les légumes de saison, chez ton primeur, etc., tu es à peu près sûr qu'ils viennent de pas trop loin. Alors quand tu veux des fruits exotiques, en fait t'as pas le choix quoi, parce qu'en France on fait pas pousser d'ananas, des trucs comme ça, quoique c'est pas impossible mais... à vérifier. Mais en tout cas sur les légumes, voilà, c'est important de respecter les saisons et même au niveau du goût, une tomate que tu mangeras en été, elle aura 1000 fois plus de goût que la tomate espagnole dégueulasse, toute grise, qui n'a pas de goût, qui aura été faite en Espagne. Ouais, les tomates mozza qu'on te sert au resto dégueulasses, toutes dures. C'est pour ça que même nous en tant que consommateurs, moi je trouve ça très important
quand on va dans un resto et qu'il y a une tomate mozza à la carte et qu'on est au mois de décembre, bah de pas la commander. Parce que on sait très bien qu'on va manger de la merde. Et deux, c'est pas un service. Mais c'est con, tu vois, mais par exemple, justement, la connaissance des saisons, c'est un truc qui est quand même pas réservé à l'élite, tu vois, mais genre, faut quand même s'y connaître un minimum, tu vois, pour savoir. En fait, il suffit juste d'être curieux et de se renseigner, c'est tout. Hein. Ouais, non, mais. Il y a plein de sites qui répertorient les fruits et légumes de saison. Oui, non, je disais pas non plus que ça se passait que de bouche à oreille. Oui. Mais dans le sens, c'est vrai que quand t'arrives au resto et que t'es pas genre hyper connaisseur en cuisine, tu te dis pas, oh, putain. Moi, la dernière fois, je me suis dit, petite tomate mozza. J'ai vu le truc, c'était dur comme du parpaing. Ouais. Donc, j'ai regretté l'élite déjà. Ouais, j'ai un peu avisé. Bon vivant le chef. Mais ouais, mais c'est vachement important. Je pense que c'est important pour être cuisinier, justement, d'aimer les bonnes choses, quoi, tout simplement. Évidemment. Alors, on reteste. Ah, bah si. On sent le champignon. Ah, bah oui. On sent le champignon, là. Ça y est, on y est. Là, on sent. Pas de tomate en hiver égale l'élite. On se calme, le chat. Un peu de ta gueule. Ouais, c'est régulier. Hop. Donc, là, on a notre bouillon qui du coup, va continuer à réduire. On va continuer à le faire réduire. Qu'est-ce qu'on boit avec justement un risotto? Moi, j'ai du mal, par exemple, à associer, parce que je découvre aussi un peu ce plaisir des vins, justement à associer un bon vin avec la nourriture, avec le plat, quoi. En fait, ce qui va être important là sur le risotto, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Si tu fais un risotto aux fruits de mer ou un risotto à la truffe par exemple, tu ne serviras pas le même vin. D'accord. Donc c'est pas tant sur le risotto en soi que sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui va définir. Ouais, c'est vraiment l'argument, enfin pas l'argument, mais l'élément genre viande, poisson, voilà, etc. qui fait que tu adaptes en fonction, quoi. Mais ça pour le coup c'est un vrai métier, tu vois, et c'est le métier d'un sommelier qui travaille en général avec un chef et qui eux deux vont essayer d'imaginer quel vin, quel cépage et quelle région va le mieux correspondre à tel plat. Et par exemple, en France, on a un réflexe qui, quand on mange du fromage, c'est de boire du vin rouge. Ouais, toujours, ça a été le... Avec le fromage, en général, les meilleurs accords se font plutôt avec du vin blanc qu'avec du vin rouge. D'accord. Parce que si on a deux éléments qui sont très forts l'un et l'autre, en fait, ils vont pas s'accorder, ils vont se combattre. Et plus le fromage sera fort, et plus moi j'aurai tendance à partir sur des parce que le vin rouge est un peu limite, donc ça te remplit la bouche. Typiquement un roquefort avec un vin rouge du sud qui a beaucoup de soleil, qui est très fort, tu vas avoir deux choses qui vont se bastonner, et du coup il n'y aura pas d'équilibre qui va se faire. Alors que avec un roquefort très fort, si tu sers un vin blanc un peu beurré, brioché, tu as un beau chardonnay de Bourgogne par exemple, et lui il va venir te rincer la bouche et avoir un vrai accord. Ouais, ça sublime le truc. Exactement. Et en fait les deux vont se compléter plutôt que de s'affronter. Ouais, c'est vrai que c'est un métier. Mais moi je m'intéresse un peu justement au délire de vin, parce que quand j'étais petit non, forcément. D'ailleurs faites attention au passage s'il y a des jeunes qui nous regardent. Mais ouais, le vin rouge ça a été hyper dur. Enfin, quand t'es jeune, il y en a beaucoup. Mon père me faisait goûter ça, je suis en mode c'est dégueulasse. Donc j'ai bu beaucoup de rosé, beaucoup justement même de blanc, très sucré. Et je découvre un peu le plaisir du bon vin, quoi. Et je m'y mets petit à petit, donc tu sens que c'est quand même un travail d'une vie, quoi. Enfin, c'est-à-dire, faut y aller, quoi. Ce que je vais dire peut paraître un peu stupide, mais si on veut s'intéresser au vin, en fait c'est plus on va goûter. Ouais. Plus non mais c'était pas ironique, hein. Plus on va goûter et plus on va connaître. C'est pas uniquement en nous. J'aime bien tester dans des cartes, de temps en temps je tente des nouveaux trucs, genre je suis en mode ok, donc ça a ce goût là, quoi. En fait c'est ça, et c'est quand on commande une bouteille de vin au restaurant, ou même quand on achète du vin, que ce soit chez le caviste, dans le supermarché, etc. La base pour moi c'est au moins déjà de s'intéresser aux régions. Ok. Et on se dit tiens, ok, alors cette bouteille elle me plaît parce que l'étiquette est jolie, parce que le prix est machin et tout, et hop, et je vais la boire, et j'aime bien, j'aime pas. Mais au moins savoir déjà de quelle région vient le vin, et donc on va pouvoir, en goûtant les différents vins de chacune des régions françaises, associer un type de goût et un type de robe et de couleur et de machin. Alors c'est vraiment à ce point, parce que moi je me suis demandé justement entre les Bourgognes, genre au Bordeaux et tout, il n'y a pas de différence tant que ça, c'est plus des nuances. Ah non, il y a ok, mais tu peux quand même démarquer justement parmi les Bordeaux, il y a ces différences-là, parmi le Bourgogne, il y a ça. En fait, la première étape, c'est déjà les régions, et c'est là où tu verras les grands marqueurs des différents vins. Et plus tu vas rentrer dans la précision,
Et plus, en fait, tu as donc les régions. Après les régions, tu vas avoir le cépage. Après le cépage, tu vas avoir l'appellation. Après l'appellation, tu vas avoir les différents vignerons. Et tu vas avoir aussi les différents millésimes. Ok, d'accord. Voilà. Et donc voilà, on rentre au fur et à mesure, tu t'affines quoi. Voilà, on rentre dans la précision. Mais déjà, dans un premier temps, si vous voulez avoir au moins une notion de commencer par une notion de vin, c'est regarder de quelle région provient le vin qu'on achète. Est-ce qu'il vient du Languedoc, est-ce qu'il vient du Rhône, est-ce qu'il vient de la Loire, est-ce qu'il vient du Bordeaux, c'est ce que j'essaie de faire, est-ce qu'il vient du Jura. Après le mec vient me servir un peu de vin et je suis en mode je sais pas quoi faire à ce moment, donc voilà. Donc je fais l'expert. Moi j'aime bien, mais, je le valide. Mais quand je disais que c'est à force de goûter qu'on comprend, c'est que c'est pas en achetant une bouteille de Bourgogne et en goûtant un Bourgogne qu'on saura comment on goûte le Bourgogne. C'est quand on aura bu 50 vins différents de Bourgogne que là on commencera à identifier le truc. Donc c'est vraiment un processus. C'est un travail du palais qui est très long et c'est pas uniquement de la lecture de bouquins, etc. Même si c'est important de mettre le nez dans les bouquins qui vont nous expliquer, qui vont nous former, mais tout en à côté goûtant. Mais c'est comme la cuisine. Hein. La cuisine, tu peux acheter des bouquins de cuisine et les lire à tous et les apprendre par cœur. Tant que tu n'auras pas fait, tu sais pas et tant que tu n'auras pas goûté, bah en fait tu ne sauras pas comment ça goûte et comment il faut tester. C'est parti, on se met sur le risotto. Ouais, parfait. Donc le risotto, on va le démarrer, hop, à sec. Donc on démarre la sauteuse. C'est un risotto aussi quand c'est des pâtes d'ailleurs. On peut appeler. En fait là, ouais, j'imagine, je connais pas l'italien, mais j'imagine qu'un risotto, vu qu'il y a le mot riz, peut-être qu'un risotto peut être fait qu'avec du riz. Ouais. Mais là c'est juste, juste le fait de. Là ça fait référence plus à la technique que à ce que c'est exactement. Ok. Donc comment tu. Donc là c'est parti, on a mis le feu à fond. Voilà, et on va faire chauffer. Donc là, on est deux, on va mettre la moitié du paquet. On est trois, pardon. Ouais. Un peu plus peut-être pour la dame. Mais... On va mettre la moitié du paquet. Hop. Donc là, ce qui est très important pour faire un risotto, et en cuisine de toute façon toujours, c'est d'utiliser les bons ustensiles et le bon matériel. Okay. Là, pour faire ce risotto, pour faire un risotto, il faut utiliser ce qu'on appelle une sauteuse. Donc en fait, donc c'est pas vraiment une sauteuse, c'est plutôt un wok, parce qu'on avait que ça. Mais sinon, la sauteuse, c'est à mi-chemin entre la casserole et la poêle. Okay. C'est-à-dire que ça a un fond plat, comme une poêle, mais ça a des rebords à la verticale, comme une casserole. D'accord. Et en fait, là, pourquoi on utilise le wok? Parce qu'il y a une grande surface de cuisson. Ouais, tu peux... Si on utilise ça dans une petite casserole, on va avoir des coquillettes qui vont monter jusqu'en haut, et on n'aura pas une cuisson uniforme. D'accord. Et si on avait eu juste une poêle, quand on va touiller, on en fout partout. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, juste, on démarre à froid. Et juste comme ça, à sec. Ouais, exactement. J'avoue que ça m'impressionne un peu le... On démarre à sec et on va juste légèrement les torréfier et ça accentuera le goût de la pâte. Ok, d'accord. Trop bien. Ouais, parce que tu m'avais demandé des pâtes un peu premium. Alors je suis arrivé au supermarché, je me suis dit qu'est-ce que c'est les pâtes un peu sympa, un peu stylées. J'ai vu Barilla, je me suis dit... Ça ira. Ça fera le taf. Après, le mieux dans ces cas-là, si vraiment tu veux pousser le truc un peu plus loin, c'est d'aller chez un traiteur italien. Ouais, direct. Mais ils font des pâtes fraîches, non? Alors, ils font des pâtes fraîches et ils importent aussi d'Italie des marques de pâtes un peu très bien. C'est de la coquillette, hein, c'est de la coquillette Barilla. Mais je me suis dit, voilà, c'est un peu ce. Non, c'est pas une OP, on précise. Mais... Ok. Mais c'est l'Italie. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Ok, donc ça va cuire. Donc ça, comment tu fais? J'ai l'impression qu'on fait de la semoule là. Non, mais là, c'est juste vraiment l'histoire de les torréfier un peu. Okay. Et regarde, tu vois. Alors, je sais pas s'ils peuvent voir, mais là, les pâtes commencent à être légèrement marquées là, et en fait, ça va torréfier un tout petit peu la pâte. Et surtout, le fait de monter en température comme ça va nous permettre de déglacer. Oui, il n'y a rien en fait. Et donc, d'ailleurs, c'est toi qui vas choisir le déglaçage. Est-ce que tu le veux au vin blanc ou à la bière? Ça peut être deux très bonnes idées. Vin blanc, moi je préférais. Je pense que ce que je veux dire, moi je pense que le vin blanc correspond mieux à. J'ai le goût. Le vin blanc correspond mieux au niveau de l'accord à la truffe. Okay. Si on avait voulu faire ça avec de la bière. Parce que c'est pas un peu rust la bière par rapport à la truffe. Alors moi je trouve que la bière ça aurait pu être intéressant, mais alors pas avec une bière de soif, genre Heineken, une blonde, etc. Mais avec une bière peut-être brune ou ambrée, tu vois, et qui là du coup va se rapprocher un peu plus du côté terreux de la truffe. Il faut prendre le premier truc qui te vient sous la main. Quoi. Donc là on va déglacer avec du vin blanc, je te laisse faire et je te dirai stop. Donc vas-y, donc là ça va, a priori ça va dégager de... Et voilà. Hop.
Voilà, donc le déglaçage, c'est cette réaction chimique en fait entre une casserole ou une poêle très très chaude et un corps liquide qu'on va jeter par-dessus. Okay. Donc là, il y a une réaction chimique naturelle qui est l'évaporation immédiate du liquide qui est mis par-dessus. D'accord. Et alors là maintenant... Donc ça imbibe, les pâtes sont imbibées lors du vin blanc. Exactement. Okay. Alors là, je lève pourquoi pour que ça arrête de cuire, parce que sinon ça va... Ça crame. Bah exactement. Et là, du coup, on va mettre tout de suite du bouillon. Donc, hop, maintenant, moi, c'est toi qui vas touiller, c'est moi qui vais mettre le bouillon. Vas-y. Hop. Et alors là, par contre, ça c'est le côté... Vas-y, là, pose là. Maintenant, on le pose et on va réduire le feu. Hop, là, faut vraiment, en fait, on a bien torréfié. Voilà, et ce qui est très important dans un risotto, et c'est pour ça que c'est aussi, enfin ça demande du temps, c'est le bouillon, mais deux, quand on balance la cuisson, faut touiller constamment. D'accord. Et la technique en fait c'est... comment on touille bien parce que... Alors, et ensuite c'est mettre du bouillon, attendre que le bouillon s'évapore totalement, et ensuite remettre du bouillon. Ok. Et comment est-ce qu'on touille bien? C'est simplement en fait de constamment décrocher du fond. Ok, ouais, qu'il n'y a rien qui accroche quoi. Voilà, exactement. En permanence. Exactement, il faut décoller constamment au fond. Voilà, et dès que le... Je sais pas touiller, non, ne jugez pas, j'apprends comment il tient la poêle. Non mais je peux leur montrer rapidement juste là. Alors moi ce que j'aime bien faire justement, voilà, c'est que ça revienne. C'est justement arriver... On a un peu de perte mais c'est pas grave parce que c'est la cuisine qu'on aime. Hop. Hop, et donc dès qu'il n'y a plus de bouillon... Hop, là je crois qu'on a bientôt plus de bouillon. Mais par contre pose le... En fait, ah sinon du coup je fais pas cuire. Bah, du coup ça cuit pas. Tout simplement. C'était un vrai plaisir à faire. Quand même, je tiens quand même à ce que ça se sache. Ça a été un vrai régal. Ah ouais mais c'est beau. Là c'est le moment où les pâtes sont belles parce qu'elles sont un peu dorées et tout. Et ça sent vraiment très très bon. Alors vous vous rendez pas compte mais il y a un mix d'odeurs justement de vin blanc qui est un petit peu cuit avec les pâtes. De justement bouillon de champignons. À côté, il y a du fromage. On va bientôt rajouter de la truffe. Voilà, donc là, c'est vraiment touiller constamment pour pas que ça accroche dans le fond. Par contre, je vais augmenter un petit peu le feu. Parce que... Ouais, ça sent bon. Ouais, vous voyez pas ça. En tout cas, vous êtes plus de 4000. Merci beaucoup. Ouais. J'espère que ça vous plaît, cette petite... ce petit midi, tout simplement. Il n'y avait pas vraiment de nom, je savais pas trop comment appeler ça. Chef Bisou en cuisine, peut-être. Voilà, hop, essaie de décocher un petit peu les pâtes qui sont sur le côté. Et là, ça va être le moment de mettre la brisure de truffe. Parce que là, ce qui est important, c'est quand même la brisure de truffe. En fait, la truffe, c'est un élément qui transmet son goût de façon incroyable. L'huile de truffe, comment est-ce qu'on fait? On met une truffe dans l'huile et on attend, en fait, c'est tout. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il y a quelques copeaux dans le bas. Et... Voilà, exactement. Autre astuce, par exemple, pour faire une super omelette à la truffe, on prend un Tupperware, on met des œufs entiers dans le Tupperware, des œufs crus, et on met une truffe dans le Tupperware. On referme, on laisse 3 jours au frigo, et en fait, vu que la coquille des œufs est poreuse, elle va prendre le goût, les œufs vont prendre le goût de la truffe. Et après, on fait une omelette avec ces œufs, même sans rajouter de la truffe râpée par-dessus. Naturellement, ça suffit. Naturellement, ça aura un goût de truffe, exactement. Hop, donc là, on va mettre de la brisure de truffe. Tape la cuillère. C'est vrai que ta prononciation de Tupperware était très fluide. Voilà. Ça va te le dire. Donc là, je touille. Voilà, ouais, constamment. Hop. Voilà, et voilà, en fait la truffe elle va commencer. Je sens qu'en niveau de touillage, il faut encore progresser quoi. Elle va donner vraiment tout son arrosage. C'est vrai que Tupperware, je l'ai dit assez. Ouais, c'est fluide, on sent vraiment que c'est un mot, t'as l'habitude de bosser avec quoi. Hop, ça, hop, là on a un coup de bouillon, on va remettre un coup de bouillon. Hop. Et du coup, la cuiseuse c'est plus haut, c'est ça? La sauteuse. La sauteuse, pardon. La sauteuse, non, en fait, c'est plus haut et surtout les côtés sont à angle droit. Ah, parce que là c'est le bordel, du coup, voilà, c'est pour ça que j'en fous à côté. Voilà, c'est pas parce que je touille mal. Dis-leur. Il y a un peu de deux. Dis-leur. Putain, c'est horrible. Ben voilà, ça c'est vraiment le côté fun du risotto, c'est de touiller constamment. Et en fait, là si on avait des angles qui étaient droits, tu aurais juste à tourner le fond et en fait les coquillettes seraient pas sur le bas. Faut jouer avec... Voilà, t'as de la truffe sur la chaussette, tiens. Ah merde, pardon. Chaussette étant propre, hop, non je fais ça. À moitié sur le feu. Centre, bon sang. Oui, ça c'est bien vu ça. Je pense que là ça cuisait plus. Ouais, tout à fait. Tu vois, et là déjà, on commence à avoir un côté légèrement crémeux, tu vois, Ouais, ça ressort, ça... de ce risotto.
Donc là, nous, si on avait voulu en garder un petit peu pour plus tard et tout, on pourrait, mais là je me dis qu'on va se faire plaisir, je vais peut-être remettre une cuillère. Allez, vas-y. Mettre une cuillère pour qu'on ait vraiment un joli goût de truffe. On garde tout. Je t'en laisse un petit peu pour toi pour que tu puisses Ah, j'en ferai. faire kiffer quelqu'un. Donc c'est très bon. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ouais, parce que moi j'aime bien le délire de cuisine partage un peu, tu vois. J'avoue que me faire ça en solo, tu vois, si c'est que pour moi. Mais c'est pareil pour moi. Ouais. Moi, chez moi, quand je me cuisine pour moi, je me cuisine des trucs très simples et très rapides, mais qui seront aussi bons. Hein. Mais partir sur une recette comme celle-ci, se faire une déterre en solo, longue, etc. Une pardon? Hein? Une quoi? J'ai une déterre. Ah d'accord, également ça c'est un terme que je n'utilise pas. Oh, excuse-moi, ouais, tu as plus de 30 ans. Non, détermination quoi. Enfin, tu te chauffes. D'accord. Tu te chauffes à faire tout seul. Tu te dis, tu vois, t'es devant ta céréale. J'aurais appris quelque chose, tu vois. Ouais, mais on peut apprendre un peu de voc. Transmission. On transmet dans tous les sens. Et après, si on se fait un FIFA, tu mettras 12-0. Voilà, ça c'est pas sûr. C'est ça l'avantage. Ah ouais? Ça, si, c'est une certitude. Hein. Okay, moi, quand je joue, enfin, les rares fois où je jouais d'ailleurs, c'était PES, hein, c'était pas FIFA. Ah, non, en fait, j'ai deux frangins qui, eux, aiment beaucoup les jeux vidéo. Moi, j'ai jamais été jeux vidéo. Okay. Et à l'époque, accélération, c'était avec le triangle. Voilà. Moi j'ai joué à PS3 ou 4. Non, alors c'était peut-être FIFA, mais genre 98. Ah ouais, j'ai commencé sur 2000 moi. Ah mais non, en fait c'est parce que moi les premières manettes de mes PlayStation, t'avais pas les gâchettes. C'était des bouts de bois? Non, non arrête, me dis pas ça. C'était des bouts de bois et je faisais tourner, hein, je faisais tourner. Putain quand même. Non mais si, les premières manettes de PES, il n'y avait pas les gâchettes derrière. Ok. Et donc du coup, accélération c'était avec triangle. Ah ouais. Et moi j'en suis resté là-dessus. Ok d'accord, ça t'a jamais chauffé toi, t'as été plus justement cuisine. Non ouais, ça fait beaucoup de sport toi non? Si, ouais, beaucoup de sport. Si moi non, je jouais quand même à une époque à des jeux vidéo, Tony Hawk Pro Skater par exemple, c'est trop bien ça. Que j'ai poncé à mort. Ouais, moi je jouais sur Gamecube je crois. C'était peut-être le seul et si au lycée j'avais je suis avec des potes au lycée, j'avais une époque LAN où on se ah ouais quand même. On se foutait, ouais, enfin après j'étais pas. Non t'étais pas adon du tout, mais ça me faisait marrer de faire ça avec eux. Ouais, et on se faisait des LAN de Counter Strike et et je sais plus, je connais plus l'autre. Enfin bref, mais voilà, c'est vraiment mes seules expériences de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je préfère ouvrir un bouquin, mater un film ou faire du sport. Le moment où c'est dur de découvrir le jeu vidéo vraiment quand. Après coup quoi. Quand t'es. C'est vrai que passer la cinquantaine, c'est à ce moment où on merde quoi. Non mais quand t'as pas trop été dedans, soit c'est justement il y a de plus en plus de jeux un peu participatifs qui essayent de sortir. Bah là c'est bien. Bah non mais on va vérifier la cuisson des pâtes. Bah. Moi je c'est al dente non? Ouais exactement, faut pas les cuire plus pour moi. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va terminer. Donc là on va foutre un peu partout. Là la cuisson, toi elle est nickel. Ouais je trouve ça vachement bon là, légèrement dur mais sans que ça le soit trop. Alors par contre il va falloir qu'on sale, je sais pas si ce que t'en penses que ça manque terriblement de sel. Moi j'ai du mal à remarquer ça tu vois. Le sel c'est pas un élément où tu peux manger sans sel et... Ouais, tu verras la différence avant-après. Ok, c'est peut-être ça qu'il me faut du coup justement. Voilà, donc là on arrive au moment du risotto qui est assez critique. Okay. C'est-à-dire que là, le bouillon est quasiment complètement pris quoi. Pris, donc là il n'y en a plus beaucoup. On commence à voir que le risotto est crémeux. Ouais. Mais si jamais on met là, le fromage maintenant, ça va lier tout ça, mais ce sera hyper compact. On n'aura pas un truc crémeux. Donc là on va se remettre. Il manque un peu de bouillon. Il manque un peu de bouillon. Donc là on va remettre une louche de bouillon. Ok. Et celle-là, l'idée c'est pas de la faire réduire, c'est vraiment qu'elle vienne. Qu'elle accompagne quoi. Voilà. Et donc le là, fromage lira un peu. Exactement. Plus, donc là on a un truc qui est un peu plus liquide, tu vois déjà. D'accord. Et là on va mettre le fromage, on va mettre les petits copeaux de. Quoique, en fait le sel, on le mettra après le pecorino. Parce que le pecorino est déjà un fromage salé. Ok. Donc c'est pour déjà voir si c'est comme ça. Voilà, et après on goûtera et éventuellement. Oh là c'est beau, c'est des beaux gestes. Éventuellement après on rajoutera du sel. Je pense qu'il faudra rajouter quoi qu'il arrive. Hop, allez on est généreux. Voilà. On est là pour ça. Ouais, donc là le fromage va commencer à fondre et va lier le risotto. Oh. Ah là c'est le moment où ça donne trop envie là. Et tu sens l'odeur du pecorino là. Hop, on va prendre les copeaux. On en met un peu de fromage. Ouais vas-y termine. Ouais vas-y on met tout. Hop. Allez hop. Allez. Là on met les champignons. Donc là vraiment l'idée des champignons c'est qu'ils cuisent
cuisent, mais à peine, vu qu'ils sont coupés très fins. Très très fin. Très très fins. Tous. Il va y avoir un steak dans le milieu. Ah putain. Bien sûr, pas des mentales. Bah ouais, bien sûr. J'ai fait la même l'instinct avec... Non, parce qu'en fait, moi d'habitude, mon petit plat de cuisine que j'ai, je vais te le montrer. Hein. Je vais te le montrer. Alors, c'est une innovation parce que tu m'as dit que tu aimais bien la créativité. Ouais. Moi, ce que je me fais, c'est que je me fais ça, là, les Oncle Ben's, en 2 minutes au micro-ondes et je fous la moitié d'un pot de bolognaise. C'est le riz bolognaise. J'ai appris ça. Alors, c'est vraiment. Mais si jamais tu veux le servir dans ton resto, tu peux. Ouais, je te demanderai la recette et je mettrai ton nom à la carte. Ouais, tu peux si tu veux, moi ça me ferait plaisir, mais ah ouais, c'est pour ça que j'en ai eu marre, je me suis dit il faut quand même commencer à un moment à apprendre. Et là en fait, on voit que la texture est parfaite. Ouais. Parce que, et tu vois, quand je disais qu'un risotto il faut que ce soit crémeux, est-ce qu'ils voient tous bien? Ouais, j'ai l'impression que... Tu vois, c'est une texture qui est pas trop compacte, voilà. Tu vois, quand tu prends une cuillère et que tu la fais tomber, ça tombe, ça reste pas complètement collé à la cuillère, donc là on a vraiment... Et ça c'est parce qu'on a rajouté du bouillon justement qui au début faisait un peu effet flotte. Exactement. Exactement. Et donc là, maintenant, pour accentuer le goût de truffe, on va y mettre de l'huile de truffe, et puis on va être généreux. Alors, donc l'huile de truffe que je vous disais, parce que le but est que vous pouvez aussi refaire un peu ce genre de recette chez vous. Alors c'est des produits, donc ça par exemple les copeaux de truffe, enfin les brisures pardon, de truffe, ça coûtait 13 € et il en reste, j'imagine on en a mis combien? Il reste la moitié du pot. Ok, il reste la moitié et ça donc l'huile ça coûtait aussi 14 € et je sais combien on en met du coup. Alors on va mettre quelques gouttes. Hop. Quelques gouttes. Déjà si on met ça, on aura un super goût. On a utilisé un dixième de la bouteille. Ouais. Et là il y a une super odeur de truffe qui se dégage. De ouf. Voilà. Là, on va goûter pour voir si ça manque. Quelques gouttes, ouais. On va goûter. ça fait toujours marrer. Quand ta cuisinier dit on va mettre un tout petit peu de beurre, une noisette de beurre, et tu mets la moitié de la plaquette. On va goûter pour voir ça maintenant. sent hyper bon, là ça se dégage là. Juste pour rectifier l'assaisonnement. Donc je te... Bah tu vois. C'est hyper bon. Oh ouais, je pensais jamais qu'il y aura un truc qui sort de cette cuisine aussi bon. Tout à l'heure, je te disais que ça manquait terriblement de sel. En fait, ça manque, je trouve, maintenant un tout petit peu de sel. Mais heureusement qu'on n'a pas mis le sel avant le pecorino. Là, le pecorino a vachement salé, a vachement assaisonné. Là, on va juste mettre un peu de sel. Le sel, en fait, c'est un exhausteur de goût. Sa seule mission, si tu le mélanges à un mélange, ça va multiplier le goût de l'aliment avec lequel tu vas le mélanger. Ok. Voilà. Donc, on va mettre encore juste un chouille de sel. Alors, pareil, un chouille, hein, chacun sa définition de chouille. Donc, voilà. Après, là, il y a une plâtrée quand même. Hein. Voilà. La bouche pour bien goûter. Et voilà. Et maintenant, on va passer au dressage. Ah ouais. Oh. Ça, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Alors, est-ce que tu as des choses creuses? Je pense que ça se prête plus à un risotto. Là, pour te dire, honnêtement, voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Je pensais pas te répondre à quelque chose de positif aux demandes cuisine. Alors, on va mettre... Ouais, on peut mettre ça là, limite. Ouais. À la place. Exact. On cale un peu tout. Moi, je vais faire mon dressage, tu feras le tien. Attends, on va mettre celle-là. Donc moi, ce que je vais faire pour mon dressage, là pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire à part simplement faire un peu de propre, pas en foutre partout. Vous voyez bien là? Ouais, vous voyez bien. Au niveau de la viande, on peut mettre quoi comme viande avec? Il y a une question. Dans ce plat-là précisément? Ouais. Oh, je sais pas, peut-être. Voilà, si jamais, ouais. C'est dur de rajouter avec, là, non? Avec de la truffe, bah moi je trouve ça dommage. Ouais. Enfin, avec la truffe, je trouve ça dommage. Vraiment, là, en fait, si on pourrait éventuellement, le bœuf et la truffe se marient bien. Donc on pourrait travailler. Hop. Assiette pour la voisine. Ah ouais, c'est vrai qu'il nous faut. Voilà, moi je vais faire ça pour mon dressage et je vais finir par quelques petites gouttes. Voilà. Oh, c'est... Bon, bah, ça c'est mon dressage. Je te laisse faire le tien. Bah écoute, moi ça va être... Ça va être la même chose. C'est vrai que là... Et on n'oubliera pas la voisine. Ça va être là beaucoup plus... américain, si je peux me permettre.
Parce que vraiment, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'on fait grain par grain pour vraiment... Hop. Tu veux pas tant que ça. Oui, bien vu, The Fox. Avec le reste du bouillon, tout à fait, on peut faire des soupes. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Mais même à base de n'importe quel bouillon, de toute façon, si vous faites des soupes, c'est toujours beaucoup plus intéressant de faire une soupe avec un bouillon plutôt qu'avec de l'eau. Ça, c'est foutu, ça. Ouais, non, ça pour le coup, ça a dû bien marquer. Bon, ça, c'est hyper intéressant. Pareil, petite astuce pour faire un bouillon de volaille chez soi, de façon hyper simple, quand vous avez un poulet rôti. Le marteau de Thor. Oh! Magnifique. Le marteau de Thor, j'aurais appelé ça parce que vous pouvez le voir vraiment, mais comme ceci. Voilà, des deux côtés. Oh là là, le marteau de Thor, c'est... excuse-moi. Hein. Non, on se fait plaisir comme on peut ici. C'est... J'ai mis ça là du coup. Donc je te disais, oui, pardon. Super astuce pour faire un bouillon de volaille. T'as un poulet rôti du dimanche chez ta grand-mère. Vous avez tout mangé. Okay. Il reste la carcasse. Bah, la carcasse, tu la mets dans de l'eau. Voilà. Et tu fais bouillir. Tu fais bouillir, tu fais réduire de moitié ton eau. Et du coup, tu auras une eau qui aura un goût de poulet. C'est ce qu'on appelle un bouillon de volaille. Et après, tu cuis des pâtes là-dedans, bah, tu auras un super goût. Tu fais une soupe avec ça, tu auras un super goût. Enfin voilà. J'en peux plus. Je salive là, t'as pas idée là. Bah ouais, clairement. Clément, on va avoir besoin d'un goûteur. Tu vas venir mettre une note au plat, puisque le chat ne peut pas le faire. C'est ça le problème de la bonne cuisine, c'est qu'il n'y a jamais assez à manger. Non, faut prévoir. C'est-à-dire qu'en vrai, là, on pensait 2, 3. Ouais. Justement, là, il y a quelqu'un qui nous a quand même prêté sa rafle à fromage, hein, si on peut revoir l'outil. Clément, tu vas goûter... J'avais fermé la porte parce que ça me détruisait intérieurement, mais c'est fantastique. Tu vas goûter le marteau de Thor. C'est vraiment... j'ai mis toute mon âme. Attends, je vais rajouter un peu de ça. Bah oui. Je suis bête. En fait... Là, ici. Il n'y a pas la cam là. Oui, c'est vrai, bah oui, on n'est pas sur la bonne cam. Donc, on ne peut pas changer les camettes ici aussi. Et on fait vraiment. Voilà. Yes, le bouchon dans l'assiette. Légèrement, en fait, on va sublimer le champignon. Ça. Le chef. Ça c'est. Monsieur. Je mange avec les doigts. Non, vous avez. Moi je suis là, toi t'es là, cuillère. Bon bah super. Bon. Faut retourner parce que sinon plus on regarde les pauvres. Ouais, après on va pas tout bail. Petite dégustation. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Parce que toi t'as rien goûté pour l'instant. Niveau saveur. Ça te plaît pas? Incroyable. C'est trop bien. Fais-en pour la semaine, hein, pour nous dire. C'est moyen. C'est assez bon, ouais. Je la dégomme l'assiette, moi. Et tu vois, en fait, le fait d'utiliser un bouillon, ça va donner vachement plus de goût à ton plat, parce qu'en fait, une pâte ou un riz, quand ça cuit, ça avale l'eau, enfin le liquide qui est autour. Donc si c'est juste une eau, même pas salée ni rien, bah en fait, tu n'auras que le goût de la pâte ou du grain de riz. Alors que si ton eau a vraiment un goût très fort, bah elle va avaler ce goût-là, et donc du coup le goût sera retransmis à l'intérieur. Non mais c'est ça le côté que moi j'ai quasiment jamais fait en cuisine, mais là où je pense que tu apprécies vraiment, c'est quand tu fais mariner et que tu donnes vraiment le goût justement à chaque ingrédient différent que tu as travaillé. C'est vachement bon. Et ouais, non, c'est assez ouf. Je vais venir là-bas, je reviens. Bah ouais, non mais nous on va manger tranquillement. Bah Alex, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Parce que c'était super cool d'apprendre et tout. Si jamais sur Instagram, Alexandre-Marchand, n'hésitez pas. Ça, donc voilà, donc des photos de cuisine. Principalement, c'est pas ma vie perso, c'est vraiment que ma vie de chef cuisinier. En même temps, je fais quasiment que ça, donc c'est ma vie. Ça jouait, j'avais vu la dernière fois, t'étais allé. Je sais plus quoi, j'avais vu des stories où tu. Je suis allé faire du boudin noir, des rillettes, des machins, etc. Je savais pas comment on faisait, donc j'ai vu ça sur Insta, j'étais en mode putain, c'est trop. Je suis parti à la campagne et on a transformé un cochon entier en des oreilles à la queue. Parce qu'en fait tout se mange dans le cochon, tu vois, avec les intestins. Le proverbe est bon. Non, c'est vrai, avec les intestins on a fait de l'andouillette, avec le sang on a fait du boudin noir, avec tu refais tout, avec la chair on a fait des saucisses, tout, quoi. Avec les oreilles on a fait une salade d'oreilles de cochon, avec les pieds on a fait des croquettes de pieds de cochon. Enfin, voilà. En fait dans le cochon vraiment tu utilises tout.
Et on a transformé tout ce cochon entier en un milliard de choses, des rayons, des rillettes, du boudin blanc, du boudin noir, des saucisses, des pieds de cochon, des oreilles de cochon. Voilà. Moi j'avais bien kiffé parce que j'avoue que je connaissais pas comme ça. Mais donc sur mon Insta, sur la viande, ouais, forcément. Et donc sur mon Insta, t'as sur les stories tout le off des restaurants. Et puis sur les photos, c'est vraiment mes plats. Ok. Bah écoute, en tout cas merci beaucoup d'être venu, je pense que ça a fait plaisir au chat. J'espère que ça vous a plu ce petit live, parce que j'avoue qu'on a essayé de mettre des caméras un peu partout pour que vous puissiez voir, donc on a un peu transformé le studio, merci à Théo et les deux Max qui bossent avec moi, qui ont monté tout ça avec moi. Et les os de cochon se mangent. C'est une question? Ouais. En fait les os de cochon, on les met dans la cuisson pour faire les rillettes. Alors on va pas les manger, par contre on les utilise. En fait, dans tous les os, mais même quand on fait des jus de viande, on utilise et la chair et les os. Ok. Parce qu'il y a de la gélatine naturelle dans les os, la moelle de toutes les viandes, la moelle ou même autour, les cartilages et tout. Et quand ça fond et que ça se dissout, ça donne de la texture. Et c'est pour ça que quand tu fais des sauces, des jus de viande et tout, si tu mets pas d'os, tu auras un truc qui sera que du liquide. Ok, ouais, ça a un côté un peu... Et sirupeux, ouais. Sirupeux. Il y a plein de mots de vocabulaire que je trompe. La voisine, on va aller lui apporter. Elle est là sur l'assiette. On va couper le live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'en ferai. Justement, Alex, tu vas repasser un moment. Ça peut être un plaisir. On essaiera de s'organiser ça. Avec plaisir. Et peut-être que j'en ferai aussi en solo. Au moins, tu pourras peut-être nous donner une recette à faire. Et j'essaierai dans ma cuisine. Ouais, un peu un délire de défi. Je te ferai un panier surprise. Ok, putain, ça peut être archi cool. Moi, je suis très chaud. J'ai envie d'apprendre à cuisiner. Je pense que vous aussi, ça peut vous donner des tips et tout. Donc voilà, la rediff sera sur Domingo Replay. Si vous voyez ça, vous me dites ce que vous en avez pensé aussi. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mercredi. Bon appétit, parce que j'imagine que ça vous a donné faim. Et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne, sûrement demain pour un stream ou à la Paris Games Week. Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao.